Bonjour et bienvenue au podcast Sexualité décomplexée. Cette semaine, je reçois Catherine Janotte. Catherine, elle est comédienne et créatrice. Elle est très diversifiée dans son art, puis c'est vraiment super inspirant de la voir aller. Puis, on s'est comme connus par amis en commun. Puis je dis connue, mais tu sais, on s'est vraiment rencontrés pour la première fois au podcast, mais j'avais entendu parler d'elle, puis on m'avait dit, tu devrais l'inviter, elle a déjà fait un podcast sur la sexualité, elle a plein de choses à dire sur ce sujet-là, fait que ça serait super intéressant. Puis j'ai fait, ben oui, absolument. Je l'ai invitée, elle a accepté, puis ça a été vraiment génial parce qu'elle m'a appris tellement de choses. Elle a vraiment beaucoup de connaissances théoriques sur la sexualité, sur l'histoire de la sexualité. Fait qu'on a jasé tout ça, mais en même temps, elle est allée aussi vraiment dans son intimité, sa sexualité à elle. Elle s'est vraiment révélée. Donc, ça a été là, des super beaux échanges. Ça a été génial. Donc, sans plus attendre, je vous souhaite un bon épisode. Catherine, comment tu vas? Ça va bien. Je suis stressée quand même parce que c'est un sujet quand même vulnérable. Et puis en plus, dès qu'il y a un micro devant nous, on se met à être un peu plus stressé. C'est comme Catherine Performance qui rentre, qui veut dire les bonnes choses, dire des affaires intéressantes. Mais ça va. J'aime parler de ça, ça me fait plaisir. Ben merci de me faire confiance et d'avoir accepté mon invitation. C'est sûr. Tu me disais tantôt que c'est ça, dans le fond, t'habites juste à côté du studio. Oui. Puis comme tu viens déménager. Je viens déménager il y a 2 jours, fait que ça a été une énorme surprise ce matin quand j'étais dans mon linge de peinture puis je peinturais, puis là j'ai regardé, c'était à 1 minute de marche. Je suis très contente. Fait que oui, c'est ça. Puis c'est ça. Est-ce que tu t'habitais, parce que là on est comme, ça dérange de dire qu'on est dans Hochelag en ce moment. Non, ça me dérange pas, on est dans Hochelag. Puis, est-ce que c'était la première fois que tu vis dans Hochelag? Oui, j'étais à Villeray avant et il y a eu une malencontreuse reprise de logement par mon propriétaire. J'ai dit, ouais, c'est ça. J'ai dû me trouver une place assez vite parce que je suis allée au TAL et puis j'ai pas gagné parce qu'il va mettre sa fille. Tu comprends? Classique. Fait que là, c'est ça, on a trouvé une place dans Hochelaga. J'habite avec ma petite sœur. Puis on est bien là. Mais c'est la première fois, je connais pas le quartier. Fait que tous les sens uniques dans les rues, je sais pas c'est quoi. Mais je suis enthousiaste, là. Ça fait du bien d'avoir une place. Oui. Est-ce que t'as trouvé ça difficile de trouver? Oui. Ouais, ça a été tough. Ouais, ça a été difficile. Mais là, ouais, c'est ça. Il y a pas grand-chose à dire de plus qu'on sait c'est quoi le marché immobilier, puis on est un peu tous dans la même merde. Fait que, ouais, ça a été un gros 6 mois, là. 6 mois avant de trouver? Oh non, ben, OK. 6 mois depuis l'annonce de comme oui, on oui, vous oui. met dehors, Ouais, les démarches légales auprès du TAL avec les conseillères juridiques, jusqu'à maintenant s'installer, ça a pris 6 mois à peu près. OK, ouais. Voilà. Ouais. Fait que là, j'imagine que t'es contente que ce soit derrière toi, là. Oui, c'est ça. Ah, mon Dieu, oui. Ah, mon Dieu. Bon. Ben, plongeons dans notre sujet. Alors. Est-ce que tu veux me dire qui tu es, t'as quel âge, puis qu'est-ce que tu fais dans la vie? Oui, je m'appelle Catherine, j'ai 26 ans. Je fais plein de choses. Présentement, je suis actrice. J'ai fait l'école de théâtre. Je suis sortie en 2019. Là, je fais de la cascade aussi. Et j'enseigne au secondaire présentement. Également, j'ai étudié en politique internationale aussi pendant un bout et en sexologie un peu, mais le milieu académique me convient pas tout à fait. Fait que c'est sûr que je préfère. Le milieu des arts, c'est vraiment mon milieu que j'aime et que j'adore et que je veux être, dans lequel je veux m'inscrire, mais bon, c'est le milieu des arts, fait qu'on faut toujours avoir un sideline. Mm-hmm. Et j'ai fait aussi de la radio à CISM, j'avais un balado, une émission de radio et un podcast sur la sexualité aussi. Avant la pandémie et pendant la pandémie. Je pense que c'était pendant la pandémie, je me rappelle plus l'année. Mais oui, d'où mon intérêt pour le sujet du balado ici. Mais oui, mais c'était vraiment avant-gardiste. Mon Dieu, un podcast sur la sexualité avant la pandémie, tu devais vraiment être dans les premières, là. Ça se peut, je sais pas, je me suis pas vraiment... Parce qu'en fait, l'idée me venait du fait que moi, la sexualité, c'est un sujet qui m'intéressait. Je faisais un sujet aussi qui était vraiment très, très peu
abordé de façon rigoureuse, je dirais. Parce qu'il y a beaucoup de balados, puis c'est cool, tu sais, sur la sexualité, sur l'érotisme, qui parlent un peu d'expérience personnelle, que c'est un peu du vox pop, on jase. Mais je trouvais qu'il manquait une espèce de rigueur scientifique, mais d'aller plus loin que les anecdotes, raconter des anecdotes. Fait que c'est ça mon objectif. La question que je me posais, c'était, sommes-nous condamnés? Ça, c'est comme le début du balado, ce qui m'a poussé à faire ça, c'était, sommes-nous condamnés par être excités par les mêmes choses? Fait que, est-ce que nos fantasmes sont définis biologiquement et on ne peut pas échapper? Tout le monde, on va aimer l'anal, puis on va aimer la pénétration classique, genre entre hétérosexuels, un homme, une femme, pénétration vaginale. Est-ce qu'on est tous conditionnés à avoir ces fantasmes-là ou est-ce que c'est vraiment, on peut pas s'en sauver, c'est biologique? Fait que c'est ça qu'on explorait avec Jasmine Rajadjiar, qui était ma collègue, ma meilleure amie Jasmine, qui a fait l'école de théâtre avec moi. Puis c'est ça qu'on explorait. C'est notre question de base. Puis parallèlement à ça, j'avais un projet de danse-théâtre sur l'érotisme qui essayait d'explorer genre est-ce qu'on peut ressentir le sentiment d'érotisme sans que ce soit génital ou pornographique? OK, oui. Ouais. Un peu comme, j'ai l'impression que le burlesque, c'est un peu ça. Oui, mais burlesque, c'est pas pornographique le burlesque, mais c'est quand même un striptease classique. Tu sais, t'as du linge, t'en as plus à la fin. Ouais. Je suis danseuse burlesque aussi. Je fais du drag king aussi. OK. Fait que je mêle ça, puis à un moment donné, le burlesque... malheureusement, je dirais que le burlesque classique, à un moment donné, t'as fait le tour. C'est un peu tous les mêmes mouvements qui sont mis dans un ordre puis dans un autre. Puis je trouvais ça que c'était... Ça devient prédictible. OK. Puis je fais, mais est-ce qu'on pourrait être excité par autre chose? Est-ce qu'on pourrait comme... Fait que ce que j'avais fait, j'avais invité des gens à me parler, venir chez nous. Là, je leur payais une bouteille de vin, puis on jasait juste de c'est quoi leur fantasmatique, c'était quoi leur éveil sexuel aussi, parce que ça, c'est intéressant. Quand t'es enfant, tu fantasmes sur des affaires, puis là, t'es adulte, puis tu fais, mais pourquoi est-ce que ça, c'était sexy? Genre, je le sais pas. Fait qu'il y a des gens qui m'ont raconté des trucs vraiment, vraiment intéressants. Puis moi, je voulais transposer ça dans une pièce de danse-théâtre ensuite, tu sais. Puis c'était full enthousiasmant et malheureusement, ce projet n'a jamais vu le jour faute de financement. C'est très difficile d'avoir... C'est vraiment difficile d'avoir du financement pour quelque chose qui parle d'érotisme et sexualité. Ah ouais, hein? Ouais, c'est vraiment difficile parce que tu tombes très, très rapidement dans la catégorie pornographique, puis ils veulent... Ouais, moi, c'est ça qu'on m'a dit. Puis tu sais, c'est des gens vraiment gentils, là, tu sais, c'est comme, je suis désolée, on a des règles, on peut pas, tu sais. Puis souvent, c'est qu'ils ont peur de s'associer avec un projet qui ferait la promotion. Là, je fais des guillemets dans les airs, là, mais la promotion de la pornographie ou whatever. Alors que c'est comme la pornographie, c'est pas la sexualité. Tu sais, c'est comme, c'est deux affaires, là. On peut-tu parler de sexe sans que ce soit automatiquement associé à de la pornographie? Ouais. Tu sais, il y a de la pornographie qui est positive aussi. C'est ça qui est comme bizarre, l'espèce de démonisation complète de ça. Puis même, j'avais appliqué pour Jeunes volontaires, qui est un programme... Oui. OK, mais moi, je le fais en ce moment avec le podcast. Pour vrai? Oui. Ah, ça, c'est vraiment drôle. OK. Parce que moi, j'avais appliqué sur Jeunes volontaires. Jeunes volontaires, pour ceux qui savent pas, est-ce que tu en as déjà parlé ici? Je pense pas. OK, Jeunes volontaires, c'est comme un programme de développement d'un projet artistique pour des gens qui sont moins de 30 ans, moins de 35 ans? Ouais, je pense que c'est-tu entre 15 et 30 ans? 15 et 30, ça se peut. Ou 16 et 30, quelque chose comme ça. Mais c'est pour les gens en début de carrière qui veulent développer un projet, puis c'est vraiment, sont cool, pour vrai. C'est un vraiment beau programme. T'as accès à du financement, à des mentors. C'est ça. Puis moi, j'avais déposé là. Puis j'avais rencontré la personne en personne. Là. Je sais pas si toi, tu as eu droit à ça, là, mais ça, moi, c'était un Zoom. Exact, c'est ça. Moi, je m'étais présentée, puis j'avais mon dossier de projet et tout ça. Puis la dame qui me passait en entrevue avait l'air assez enthousiaste, puis elle était comme, OK, ça m'intéresse. Puis on avait une belle conversation. Puis elle a dit, je vais juste poser une question. Puis elle sort, puis là, je la vois se promener entre les bureaux. Puis elle a l'air un peu stressée. Puis là, elle passe d'une personne à une autre. Puis elle revient me voir. Puis elle dit, je suis vraiment désolée. On vient de m'apprendre que ton projet tombe dans la zone promotion de la pornographie. Puis là, je fais, attends. Puis là, moi, je trouve ça drôle parce que je fais, OK, moi, j'ai un balado là-dessus. Fait que très, très bonne idée d'émission, tu sais. Puis là, je fais, est-ce que je peux voir le règlement écrit qui stipule que vous n'avez pas le droit de financer, blablabla. Puis fait qu'elle fait, OK. Elle me sort un espèce de méga cartable de règles. Puis elle regarde dans les règles, puis elle me dit, tiens, c'est là. Puis c'est
La règle, c'était que, évidemment, ça fait longtemps, fait que je vais mal la citer, malheureusement. Là, j'aurais aimé ça m'en rappeler par cœur. Mais la règle, c'était que tout projet qui aborde la sexualité ou l'érotisme doit porter sur des sujets qui sont approuvés par le ministre, genre de l'Éducation. Puis il faut que ce soit comme un sujet qui est appris dans les écoles pour recevoir le financement de jeunes volontaires. Ah! C'est ça. J'imagine que ça a changé. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé entre-temps, mais moi, c'est le refus que j'ai eu pour jeunes volontaires. J'en reviens pas. Puis la dame était vraiment sidérée, elle était vraiment triste. C'était comme, je suis vraiment désolée, là. Mais c'est ça. Puis ben, pour ça, j'ai jamais eu de financement. Mais ça se peut aussi que ce soit mes skills de demande de subvention qui manquaient. Là. Non, mais moi, j'ai l'impression... Puis, tu sais, tu me diras si je me trompe, mais... Parce que j'ai plein d'amis qui font aussi jeunes volontaires, puis c'est extrêmement différent d'une région à l'autre, comment c'est géré, administré. Ah, ça se peut. Moi, j'étais dans les Laurentides. Ah, c'est ça. Moi, je suis pas dans les Laurentides. Je sais pas, j'ai l'impression que... Parce que j'ai des amis qui sont dans les Laurentides aussi, puis ça marche vraiment différemment de moi. Okay. C'est vraiment comme un autre système de fonctionnement. Mais j'avoue que moi, j'ai eu peur. Au début, quand j'ai présenté mon projet, j'ai eu une bonne réception, justement, de la personne qui était affiliée à moi. Mais là, j'étais comme, OK, là, je vais passer devant... Parce que tu passes devant un comité qui évalue ton projet, puis ensuite, ils disent oui ou non s'il est accepté. Puis c'est des fonctionnaires, là, tu sais. Fait que moi, j'étais comme, mon Dieu, je m'en vais parler de sexualité devant des fonctionnaires en Zoom. C'est toujours spécial. J'avais vraiment peur que ça se passe mal ou qu'on refuse mon projet. Puis au contraire, ça a été... des belles questions, un accueil formidable, puis il était comme, c'est super ton projet, puis j'étais comme, ah ouais, OK, super. Fait que ça là-dessus, j'avais des appréhensions, puis finalement... Ben tant mieux, mais les mentalités changent aussi, hein. Ça va très, très vite, ce sujet-là aussi, avec comme l'attention le buzzword de diversité, là, qui n'est pas un mauvais buzzword, mais qui est un buzzword quand même, qui est tellement exploité que je pense que ça nous laisse une petite ouverture, tu sais. Puis tant mieux, c'est bien. Mais c'est aussi que je suis vraiment pas une bonne entrepreneur. Comme en toi puis moi, puis personne d'autre qui nous écoute dans cette pièce, là. Je crois que je pourrais être une bonne artiste. Je suis une bonne artiste. Je ne suis pas une entrepreneur. Puis ça, j'essaie de développer ça. Fait que ça se peut aussi que mon manque de financement ne soit pas les géants vilains du fonctionnaire et du gouvernement qui veulent pas donner Oui, ben attends, t'as pas besoin d'être un bon entrepreneur pour faire des jeunes volontaires. N'importe qui peut le faire, tu sais, tant que t'as une idée de projet. Et justement, il t'aide à développer un esprit entrepreneurial, si on veut. Là. Fait que t'as pas besoin d'arriver là, tu sais, toute bonne. Puis mais je veux juste pas qu'on démonise ces gens-là, tu sais, parce que c'est des vieilles règles qui restent, qui n'ont pas le choix d'observer. Oui. Puis, est-ce que... Fait que... Finalement, ce projet-là n'a jamais vu le jour? N'a jamais vu le jour, non, malheureusement. C'est peut-être quelque chose à ce à quoi je retournerai plus tard. Mais tu sais, développer un projet artistique, c'est aussi beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Et puis, c'est aussi un sujet que je trouvais difficile à aborder à un moment parce que c'est sûr, mettons, dans mon projet Balado qui se passait en même temps que le développement de la pièce performative, c'était beaucoup de sexualité qui tournait tout le temps, beaucoup ces sujets-là qui ont énormément de potentiel de beauté, mais aussi tu te heurtes à des choses vraiment difficiles, je trouve, quand tu parles de ce sujet-là. Puis moi, je me débattais un peu, et je me débat toujours avec des problèmes de... Voyons, j'ai oublié le nom, de dysfonction sexuelle, qui sont légères, tu sais. Mais c'est quand même quelque chose qui, non seulement était présent dans ma vie professionnelle, mais là, qui était présent dans ma vie personnelle. Je vois une sexologue, puis comme, j'ai des choses à régler de ce côté-là. Fait que c'était vraiment envahissant à mener, puis j'avais l'impression que c'était contre-productif de travailler là-dessus quasiment à temps plein. Puis en plus d'avoir ma thérapie, moi, de mon côté. Fait que j'ai décidé de laisser ce projet-là aller. Puis que quand j'allais être un peu plus stable, moi, avec ma propre sexualité, que je me suis redéfinie, que j'ai réadopté ça moi-même, ben j'allais peut-être me relancer là-dedans, tu sais. Je comprends. Ben oui. Est-ce que il y avait une partie de toi qui se sentait comme pas légitime d'en parler à ce moment-là de ta vie ou c'était vraiment juste que ça prenait trop de place? La légitimité, ça n'a pas vraiment été un problème parce que j'avais l'impression que, justement, l'approche que j'avais, c'était une approche de subjectivité. Puis il y a si peu d'études, il y a si peu de documentation scientifique que si j'ai l'approche subjective de dire, ben voici ce que j'ai trouvé et ce que j'en pense... Et moi, mon expérience avec ça, ben tu peux pas vraiment te tromper, tu sais. Fait que ça le problème de légitimité me dérangeait pas. J'ai l'impression que si j'en faisais un podcast maintenant, mettons, là, si c'était, on a échangé de place, toi t'étais l'invité puis moi j'étais l'intervieweur, là je me sentirais moins légitime parce qu'il y a eu comme un boom d'effervescence autour de ce sujet-là.
Puis là, j'aurais été un peu déstabilisée plus. Ah, je comprends. Mais je pense que c'est... Moi, j'essaie de déconstruire l'idée que... J'ai l'impression que souvent... Puis du moins, vu que c'est encore très tabou, puis il y a une émergence, ça reste un début de quelque chose. C'est une émergence très, très figée dans une vision de la sexualité. Ben c'est ça. Fait que j'ai l'impression que les gens qui parlent de sexe en général, c'est des gens tellement assumés. Oui. Des gens qui sont comme, j'adore la sexualité, je veux en parler. Alors que moi, je suis pas tant là-dedans. Tu sais, je suis plus dans comme... Ben moi, j'ai longtemps pensé que ma sexualité était pas normale, donc j'ai envie de prendre la parole, puis j'ai envie que collectivement on prenne la parole, puis qu'on en jase, puis j'ai envie de reproduire des genres de discussions entre amis ici, et non pas moi qui vous parle de ma sexualité. Dans une espèce de performance d'humour un peu. Il y en a souvent que c'est par l'humour puis c'est super. Ouais. Mais moi j'étais comme mais je sais pas ma personnalité là, genre je fais pas des grosses jokes de cul, je sais pas, tu sais, ça me vient pas tant. Ben c'est ça, eux ils le font très très bien. Exact. Moi ça serait pas ça de toute façon, même si j'essayais ça marcherait pas. Je suis plus dans une certaine vulnérabilité puis eux aussi sont authentiques, mais je veux dire une finesse, une nuance, une finesse genre. Ouais, c'est parce que ça sonne négatif envers eux. Non, c'est ça, mais pas ça qu'on veut dire. Non, c'est juste que j'ai envie qu'on aille pour vrai qu'on mêle ça à l'émotion brute, genre. Tu sais, qu'on départage pas l'humain de la sexualité. Je comprends. Ouais. Fait que... C'est deux approches différentes, puis c'est tout. Puis à un moment donné, il faut de toutes ces sphères-là. C'est ça. Fait que ce qui fait que des fois, moi aussi, je me sens comme pas légitime, mais j'essaie de changer ça dans ma tête pour faire comme non, il faudrait que tout le monde puisse se sentir à l'aise d'en parler. Peu importe ce qu'ils vivent dans le moment ou c'est quoi leur sexualité. J'aimerais ça rebondir là-dessus si ça te va. Ben oui. Désolée, comment tu fonctionnes? Est-ce que tu as des choses à travers lesquelles il faut que tu ailles? Non, on jase. OK. Parce que ça m'intéresse ce que tu dis parce que cette espèce de comme vulnérabilité liée à est-ce que je suis légitime, est-ce que je suis pas légitime? Moi, je ne suis pas très affichée avec ma sexualité nécessairement, là. Puis j'ai eu un gros parcours, puis c'est pour ça que maintenant, je pense que je vais mieux avec ma sexualité. C'est que quand j'étais adolescente, j'étais fascinée par tout le monde du travail du sexe, du burlesque, du pole dance, du travail du sexe au sens strict du terme. Tout ce monde-là me fascinait, puis je voulais vraiment en faire partie d'une façon, tu sais. J'étais genre, moi, je vais être stripteaseuse. Puis c'était comme un truc, tu sais, qui était jamais vraiment sérieux, dans le sens, c'était pas un plan de carrière sur lequel je travaillais activement en secondaire 4, là, tu sais. Mais ça me tentait de m'inscrire dans ce monde-là. Puis, mais je pense que ça venait beaucoup plus d'une envie de satisfaire aux normes sociales plutôt que d'une réelle envie profonde. Fait parce que je voulais être regardée de cette façon-là, en fait. C'était plus mon envie d'être désirée, mon envie d'être... moi, j'ai le mauvais mot en tête, là, mais j'allais dire objectifier, mais pas dans le sens négatif du terme, mais dans le sens de regarder comme une œuvre d'art sexuelle. Tu sais, je sais pas comment dire ça. Oui, non, je comprends. Me faire désirer, tu sais, j'avais vraiment envie de ça. Puis c'est aussi que ça vient de, évidemment... si on va plus dans le passé, j'ai vécu beaucoup d'intimidation par rapport à mon physique. C'était vraiment intimidation par rapport à mon physique. Fait que je pense que cette envie-là de s'inscrire dans le travail du sexe, d'être admirée comme on admire une stripteaseuse, comme une danseuse burlesque, ça venait pallier à cette affaire-là pour prouver aux gens, en fait, que non, je peux être désirée. Non, ça, c'est comme j'ai eu un grand manque. Fait que j'ai comme voulu me lancer dans ce monde-là. Puis j'ai jamais réussi parce que j'en avais pas réellement envie, genre. Ouais, je comprends. Ouais. C'est comme si, genre, j'étais à demi comme... Puis là, j'arrivais pas à me comprendre, de savoir est-ce que c'est parce que je veux pas? Est-ce que c'est parce que... Puis tu sais, j'ai fait du burlesque, comme assez tôt, tu sais, dès ma majorité. J'ai fait du burlesque, je m'intéressais à la sexualité, à l'érotisme et tout ça. Mais ça m'ennuyait vite, le burlesque, malheureusement. Puis là, j'ai trouvé plus une personnalité qui m'intéresse. Mettons, quand je performe, là, ça m'intéresse plus. Mais quand j'ai commencé à faire du burlesque, c'était très classique de regarder, j'enlève mon gant. Oh mon Dieu, j'ai enlevé mon gant. D'accord, maintenant. Puis j'avais comme le costume qu'il faut. Puis les tricks, c'est les tricks de burlesque qu'il faut avec... Tu sais, comme je le faisais bien. Je le faisais bien. Puis en vieillissant, ben
tu sais, là, quand tu vieillis, t'as plus accès à un plus grand bassin. C'est comme tu remarques c'est quoi le monde de la sexualité puis combien il y a de la diversité là-dedans. Puis je suis un peu overwhelmed parce que il y a une... Dès que tu rentres un peu dans le monde kinky ou le monde un peu plus alternatif, j'ai l'impression que il y a une forme... Je veux faire attention à ce que je dis, là, pour pas que ça sonne trop violent entre guillemets, là, mais il y a comme une sorte de gatekeep de la communauté kinky. Qu'est-ce que tu veux dire? Dans le sens que... Gatekeep, c'est pas exactement le bon mot, mais dans le sens que il faut que tu fasses tes preuves pour pouvoir dire que tu es ouvert sexuellement. Je sais pas comment dire. OK. C'est comme si je me suis souvent sentie comme si je ne fais pas ça, je ne suis pas réellement ouverte sexuellement. Si je ne fais pas telle activité sexuelle, si je ne m'adonne pas à tel type de pratique sexuelle, mettons, prenons un exemple, si je ne fais pas... Si je veux pas avoir du sexe avec plusieurs partenaires, pas en même temps nécessairement, mais juste, moi, j'aime pas ça. Genre, c'est la vie, puis j'ai essayé de le faire parce que c'est quand même cool, tu sais, ce temps-ci, c'est un peu... C'est comme si le polyamour, les relations ouvertes, tout ça, c'est genre... C'est comme une nouvelle chose qu'on découvre puis qu'on fait, mais... attends, mais on a cette liberté-là, c'est génial. Il y a des gens qui l'aiment, cette liberté-là. Mais la liberté, c'est aussi de dire non. Puis ça m'a pris un esti de bout. Ça m'a pris un esti de bout à comprendre de faire, mais pourquoi est-ce que je voudrais pas une relation ouverte ou polyamoureuse? J'ai la liberté de le faire. Je pourrais faire ça. Je suis comme, mais ça me convient pas, puis c'est tout, tu sais. Mon Dieu, ouais, tu te mettais beaucoup de pression quand même. Énormément. Ben, puis là, je te raconte ça comme si c'était du passé, puis j'étais maintenant le Bouddha extrêmement sage, là, mais c'est difficile. Ouais. De faire la liberté, c'est aussi de dire, je ne vais pas m'adonner à ça, ça m'intéresse pas. Puis c'est pas par jugement de ceux qui le font, parce que j'ai l'impression que c'est ça aussi. C'est que quand tu entres en contact avec cette communauté-là, mettons, la communauté queer, la communauté kinky, tout ça, il y a rapidement le... Si t'es pas comme nous, tu nous juges. T'es avec nous ou ça, contre nous. Ça plate, ça. Ouais, ben ça dépend évidemment sur qui tu tombes. Là. Oui, je fais une grosse généralisation. Mais mettons dans la communauté drague, ça, j'ai pas de gêne de le dire, tu sais. J'avais un copain, puis à un moment donné, je me maquille avec les autres drag performers en backstage, puis ils disent « il y a un gars, blablabla. » Je dis « oui, c'est mon copain. » Puis ils font « Tu sais qu'un homme? » Puis c'était comme gros jugement, tu sais. Puis là, j'étais genre « Oh. » Ouais. Puis ils m'ont dit « Un homme 6? » J'ai comme « OK. » Fait que ça te fait sentir pas légitime. Puis je comprends, tu sais, je veux dire, ils veulent garder cet espace-là, safe space, parce que en tout cas, whatever, ils ont besoin d'un safe space. On a besoin d'un safe space quand on fait pas partie de comme la pensée traditionnelle, mais évidemment. Il faut faire attention pour pas reproduire ce qu'on dénonce aussi. Exact. C'est ma pensée. J'ai eu des conversations avec des gens qui pensaient le contraire. Puis ils ont une certaine logique. Mais bon, on va pas rentrer là-dedans. Mais oui, j'étais gênée c'est comme si j'étais gênée d'être pas assez aventureuse sexuellement. Fait que je me suis rendu compte que j'ai comme dépassé mes envies pour correspondre à l'idée de ce que c'est une personne ouverte sexuellement. J'avais l'impression qu'être ouverte sexuellement, il faut avoir plusieurs partenaires. Il faut, mettons, il y a certaines pratiques, genre dans les soirées de libertinage. Il faut que tu ailles en soirée de libertinage. OK, il faut que tu aimes le BDSM. Puis ça, c'est intéressant parce que je suis pas contre le BDSM du tout. J'ai certaines pratiques BDSM, mais c'est comme s'il y avait une jauge là, d'ouverture sexuelle, de vanilla, c'est-à-dire que tu fais du missionnaire, puis t'es exclusif, puis t'es blanc, puis t'habites dans une banlieue. Puis là, plus t'es ouvert sexuellement, plus tu vas vers le BDSM puis le hardcore sex. Comme si c'était un gradateur, là. Puis si t'es ouvert, puis plus tu t'ouvres, plus tu vas vers ça. Ah, c'est drôle. Mais tu vois, même juste que tu viens de dire le sexe vanille, pour moi, c'était pas tant associé nécessairement à des gens hétéros ou genre, tu sais, blancs, petite famille. On dirait que j'étais comme, mais n'importe qui peut aimer le sexe plus vanille, tu sais, dans ma tête, mais genre... Mais tu sais, je me suis fait dire à un moment donné, quand j'étais célibataire à un moment donné, puis je voyais plusieurs personnes, puis j'ai fait « Hey, j'aime pas ça. » Genre, c'est tout. Ça me va pas. Fait que je parlais avec quelqu'un, puis j'ai dit comme « Hey, ça me va vraiment pas. » Puis elle dit « C'est correct, t'es juste pas rendu là. » Mais c'est ça, c'est du discours comme ça qui... Mais ça, c'est du gaslight, là. Ben, c'est comme... On t'invalide, puis on te fait... Oui, c'est invalidant. C'est très, très invalidant. Puis
c'est ça, mais en même temps, je veux pas démoniser tous ces gens-là. C'est juste qu'il y a un message. Si c'est pas du slut shaming, on dirait qu'on va vers le virgin shaming souvent, tu sais. Ouais. Ah, t'es pas rendu là, c'est tout. Tu vas te rendre avec nous, nous qui sommes tellement ouverts. Et puis c'est genre, Fait que j'ai appris à dire non, tu sais. J'ai appris à dire, ça m'intéresse pas. Puis il faut que je me pose les questions. Est-ce que j'aime vraiment ça ou c'est parce que j'aimerais aimer ça? Ouais. C'est souvent ça. Est-ce que j'aimerais aimer ça? Est-ce que j'aimerais être cette personne-là? Parce que j'aimerais, moi, regarde, j'aimerais tellement ça être... aller dans les clubs libertins, puis faire des orgies avec tout le monde, puis avoir toutes les pratiques sexuelles possibles au monde. J'aimerais ça être cette personne-là. J'aimerais ça être assis ici en faisant le podcast, puis te raconter toutes ces affaires-là aventureuses et géniales. Malheureusement, c'est pas ça qui se passe, tu sais. Fait qu'il faut que je fasse le deuil de cette espèce de personnalité-là que j'espérais tellement avoir, tu sais. Mais ça me parle vraiment ce que tu dis parce que... Tu sais, moi, j'ai jamais été en couple. Je l'ai dit souvent au podcast, mais je m'imagine que si j'étais en couple, je serais sûrement ouverte dans le sens couple ouvert, pas nécessairement polyamour, je trouve ça un petit peu intense pour moi, mais tu sais, j'aurais une certaine ouverture d'aller voir plusieurs partenaires quand même. On dirait que la monogamie, ça me parle pas tant. Mais si un jour ça se concrétise, puis je suis dans un couple, puis je me rends compte que, hey, finalement, je suis monogame, puis si j'ai pas envie d'aller voir ailleurs, je pense que je vivrais cette déception-là. Oui, c'est ça. C'est sûr que oui. Là, vous me voyez pas, mais je bouge beaucoup sur ma chaise parce que c'est rare que je parle de ça, puis ça fait du bien de sentir que quelqu'un partage ça, là. C'est comme aussi... Tu sais, la monogamie et l'ouverture, c'est fluide. Ça peut être des périodes de monogamie. Tu sais, là, je suis sortie d'une relation où est-ce qu'on était ouvert. OK. Récemment. Puis, il y a des moments où on était monogame, il y a des moments où on était ouvert, puis ça fluctuait, puis c'est tout. Puis c'est correct. Peut-être qu'il y a un moment dans ta vie, tu faisais, là, j'ai envie d'ouverture. Parfait. Là, j'ai envie qu'on soit juste nous deux, là. Super aussi. Ça fluctue. C'est comme... Puis c'est pas... Ça, j'ai de la misère encore, là. Je le dis comme si je me donnais un conseil à moi-même, là. Mais c'est pas reculer de demander à ton partenaire est-ce qu'on peut devenir exclusif pour un temps. C'est pas reculer. Mais non. Faut que tu construises ta stabilité puis ta zone de confiance aussi. C'est normal. Oui, Fait à que, 100%. ça a fait... ça, c'est encore difficile pour moi. Accepter que je ne suis pas Doja Cat, tu sais. C'est un mauvais exemple. Parce que elle est quand même alternative, Doja Cat. Je l'aime bien, là. Mais genre, tu sais, je suis pas Megan Fox. Voilà, c'est mieux ça. Je suis pas Megan Fox. Puis de faire, fuck, merde, je suis pas Megan Fox. Je suis pas devenue Megan Fox. Qui suis-je si je ne suis pas Megan Fox? Merde, tu sais. C'est, ouais, je me bats contre ça beaucoup, là. Ah, mais non, mais je comprends. Puis est-ce que... Tu sais, tu dis que ça t'a pris du temps à accepter de justement faire comme, hey, c'est peut-être pas moi, ça. Est-ce que ça t'a pris combien de temps avant d'être capable de justement dire non? Je peux pas dire que je suis capable encore. OK. Fait que... combien de temps? Depuis mon adolescence. Moi, mon rêve de striptease est arrivé très jeune. Là. Moi, j'étais de stripteaseuse, je veux dire. Là. Mettons, j'étais en 6e année du primaire. Mettons. OK, elle est quand même jeune. Oui, j'ai commencé mon éveil sexuel très, très tôt. Puis c'est des pensées qui me sont venues très, très vite. L'observation des relations aussi entre petits gars et petites filles à court. C'est venu vraiment vite, puis je prenais des notes dans des cahiers, tu sais. Ah, j'adore ça. Non, mais regarde, ce serait une autre histoire, mais oui, j'écrivais dans mon cahier, puis j'étais comme, je ne comprends pas pourquoi. Bon, Aglaé, c'est une fille dont je me rappelle de ma maternelle. Aglaé, c'est une petite fille blonde aux yeux bleus, super fine, puis tout le monde l'aimait, puis tous les petits gars aimaient Aglaé. Puis t'es amoureux d'Aglaé, puis j'étais genre, why the fuck? Pourquoi? Fait que là, je me suis dit, je vais devenir l'amie d'Aglaé et je vais apprendre d'elle. Moi, j'étais déjà dans l'expérimentation sociale en maternelle. J'adore. Fait que je me tenais avec Aglaé, tu sais. Puis, elle était très, très douce, très gentille, très, très fille, entre guillemets. Très, très comme on aime qu'une enfant soit. Fait que j'ai fait... Mais une enfant-fille, là? Une enfant-fille, exactement. Ouais, c'est ça. Ouais, les enfants petits gars, c'est une autre affaire. Mais c'est comme si elle correspondait très, très bien à ce qu'on attendait d'elle, tu sais. Puis j'ai fait, OK. Évidemment, je n'étais pas Aglaé et je ne le suis pas devenue, tu sais. Puis c'est rien contre elle du tout non plus. C'était de l'admiration que j'avais à ce moment-là de faire, mais qu'est-ce qui fait que tous les gars aiment Aglaé, genre? Puis là, évidemment, là, avec le recul, tu vois, il y a aussi un instinct grégaire. Si t'as une personne qui aime Aglaé, peut-être que l'autre, moi aussi, puis moi aussi, puis ça fait une espèce de troupeau qui pense pareil parce qu'il faut que tu penses pareil que le troupeau, tu sais.
Mais oui, fait que, mettons, ça a commencé très jeune, ces questionnements-là. Puis là, j'ai 26 ans, fait que ça fait 15 ans, puis j'en suis pas sortie. Puis j'en sortirai peut-être pas. Puis c'est correct, c'est juste que ça devient de plus en plus vivable. C'est plus ça. Mais je pense que t'arriverais jamais dans toute ta vie à dire non, puis faire comme non, gars, ça me correspond pas, je l'assume. Puis... Peut-être pas. Ah ouais? Mais ça me dérange comme pas. OK. Ça devient juste plus facile. Qu'est-ce que tu veux dire, ça devient plus facile? Ça devient plus facile de dire non. Okay, mettons, je suis avec un partenaire, il me demande hey, moi, j'aime telle affaire. Puis là, je fais faut que je dise non. Puis là, moi, ça me gêne de dire non. J'aimerais ça dire oui à toutes les propositions sexuelles qu'on me donne. C'est ça mon objectif de vie. Ce qui est vraiment un mauvais objectif. Faites pas ça. Mais à chaque fois que je dois dire non à un ou une partenaire, c'est toujours une gêne. C'est comme une honte de dire non. Là, j'arrive à dire non, ça me tente pas. Puis c'est moi. J'ai un petit pincement encore, mais c'est pas une dévastation comme j'avais quand j'étais en, mettons, fin d'adolescence, début de la vingtaine, mettons. Fait que moi, je pense que si un jour ça m'arrive de juste faire « Oh non, c'est quoi ça, j'aime pas ça », puis de continuer avec ma vie puis d'aller acheter des cantaloupes, ben ça va être parce que j'ai une relation de confiance avec une personne, puis je pense que ça se recommence à chaque nouvelle personne un peu, genre. Je comprends ce que tu veux dire. Puis t'es-tu comme ça dans la vie en général ou c'est plus à propos de la sexualité? C'est exacerbé à la sexualité. C'est vraiment plus grand. OK. T'es un peu c'est vraiment différent. people pleaser, mettons? Ah oui. Mais c'est du quoi pas dans toutes les sphères. Là, bon. Là, je suis en train de penser s'il y a des gens qui m'écoutent puis qui me connaissent, ils vont dire ben non. Mais ça dépend dans quel domaine. Ça dépend vraiment. Mais domaine sexuel, et oui, vraiment beaucoup. Ah oui, je comprends. Mais je comprends. Ouais. Je peux vraiment comprendre. Moi, c'est sûr que je vais dire non, mais ça se peut que je me sente push. Ça se peut que je fasse comme... C'est ça, ouais. Bon, ben, tu sais, j'aurais... Tu sais, justement, dans l'idée de l'idéalisation de « Ah, j'aurais aimé ça être la personne qui dit oui mais je suis jamais allée dans le... Non, c'est pas vrai. J'allais dire, je suis jamais allée dans le... Je vais dire oui. Oui, dans mes premiers rapports sexuels, quand tu comprends pas ce qui se passe, puis t'es comme... OK. Mais tu sais, c'est plus un... Je comprends rien. On m'a pas expliqué comment ça allait se passer. Là, c'est dangereux parce que t'apprends avec la porno. Fait que tu fais... OK, double pénétration anale, c'est chill. Puis c'est genre... Attends, c'est parce que tu vois pas que la fille, elle s'est préparée avant. Il y a eu genre tout ça, tu sais. On sait plus ce qui est réel. On sait plus ce qui est atteignable. Ça, c'est vrai. Mais moi, je t'avoue que j'ai jamais regardé de porno de ma vie. Tant mieux, en fait. Mais tu sais, c'est drôle parce que je pense que j'ai jamais rencontré quelqu'un qui a jamais regardé de porno, mais ça m'a comme jamais attirée. Puis je pense que ça a pris du temps, moi, avant que... Tu sais, moi, mon éveil sexuel s'est fait quand même très tard. Puis je me souviens de regarder des séries, des personnages qui font l'amour, qui baisent, là, tu sais. Puis j'ai 16 ans, là, puis je suis comme, ouf! Oh mon Dieu, je peux pas regarder. Tu sais, c'est comme ça défaisait mon histoire d'amour de faire l'amour, c'est doux et tendre. Puis tu sais, voir des corps qui sont vraiment en train de baiser, même si c'est dans une série puis on voit pas tant grand-chose, pour moi, c'était comme... C'était un choc, là. Fait que j'étais comme pas prête à regarder de la porno, moi, là. Fait que j'ai comme... Il y a de la porno beaucoup plus soft aussi, mais c'est sûr que... C'est vrai que tu vois, j'associe pornographie à rudesse, hein? Ouais, puis à la fille, il n'y a pas de plaisir, même si je sais qu'il y a de la porno féministe puis éthique. On dirait que mon cerveau va dans... c'est ça, les sites de porno où on voit des viols des fois, puis on voit des affaires. Puis c'est comme... Mais c'est pour ça que je disais que la sexualité, il y a beaucoup de... Quand je faisais mon podcast, encore une fois, il y a beaucoup de potentiel de beauté, mais il y a aussi ça qui est difficile. Puis tu sais, comme quand je faisais le podcast, puis j'explorais beaucoup les sites pornographiques parce que je parlais de fantasmes plus incongrus, mettons, qui arrivent moins. Genre, mettons, un fantasme qui est de... Une personne qui est excitée par le fait de se faire avaler par un géant. Oh! Ouais. Puis là, je fais... Oh mon Dieu, attends, c'est spécial, ça. Parce que fait que là, j'essayais de décortiquer. Ça, j'avais eu une enseignante à l'UQAM en diversité des érotismes qui s'appelle Denise Médico, qui m'avait beaucoup appuyé là-dedans, qui m'avait donné comme une méthode pour regarder un univers fantasmatique, puis de faire, OK, pourquoi cette personne-là est attirée par ça? Puis de décortiquer parce que ça fait que ça le rend beaucoup plus accessible. Puis toi, quand t'écoutes ça, t'es pas en train d'antagoniser la personne parce que tu fais « Ah, mais attends, je comprends. Moi aussi, je pourrais être excitée par ça parce que je suis excitée par ces affaires-là en commun, mettons. Parce que dans un fantasme, t'as l'essence et l'esthétique. OK.
ça c'est moi qui le parle. Je sais pas si c'est vraiment les termes légaux et scientifiques de ça, mais l'essence, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il représente, le fantasme, c'est quoi la dynamique. Et puis l'esthétique, c'est comment tu le représentes. Fait que mettons si on prend la personne qui se fait avaler par un géant. OK. C'est quoi l'essence de ça? Il y a une relation de pouvoir. Il y a quelque chose qui est une dimension physique, sensorielle, de se sentir entouré, de se sentir englouti. Fait que là, tu fais OK. Fait que là, t'as le plaisir sensoriel de, mettons, je fais un mime, fait que vous pouvez pas voir, là, malheureusement. Pas la contraction, mais l'enveloppement, mettons. L'enveloppement. T'as cette sensation d'enveloppement-là, plus l'excitation d'être soumis à un pouvoir plus grand que toi, mettons. Fait que là, tu regardes ça, tu fais « Ah, cette personne-là est excitée par se faire manger par un géant, hein? Lol, tellement weird. » Mais là, après, quand tu regardes l'essence, tu fais la sensation physique d'enveloppement et la relation de pouvoir. Il y en a combien entre nous qui peuvent s'identifier à ça, tu sais? Sensation d'enveloppement, si t'aimes le latex, si t'aimes les vêtements serrés, si t'aimes le cuir, si t'aimes limite faire l'amour dans des couvertes serrées. Sinon, OK, là, relation de pouvoir. Oh, attention, il y en a combien, tu sais, d'entre nous qui aiment ces dynamiques-là? Fait que la personne qui rêve de se faire, qui fantasme à l'idée de se faire avaler, est pas si loin de toi que tu penses, tu sais. Fait que moi, ce qui m'intéressait, c'est, OK, si on a des essences semblables, ça, c'était mon issue de podcast, là. Il y a des essences de fantasmes qui reviennent très souvent, genre la relation entre les partenaires. Fait qu'une relation romantique, une relation de confiance, une relation d'amitié, whatever, cette relation-là peut être excitante. La dynamique de pouvoir. Est-ce que je suis en soumission? Est-ce que je suis en position de domination? Est-ce qu'on échange? Est-ce qu'on est très égalitaire? Tu sais, ça. Puis la troisième, c'est... Et là, elle vient d'être ajoutée, celle-là. En sexologie, ça, c'est nouveau. Écoute ça, tu vas capoter. Ça peut être le fun pour l'essence. Puis ça, c'est vraiment récent. Parce qu'avant, avec Foucault puis Freud et tout ça, là, mais beaucoup Foucault, qui a fait beaucoup de travaux sur la sexualité dans le début des années 2000, qui est comme un pionnier, tu sais, de la recherche sexologique, on intellectualisait beaucoup la sexualité en disant ça se passe en tête, c'est psychologique, ça parle des traumas, ça parle de l'enfance et tout ça. Puis là, on fait attends, peut-être c'est juste le fun de se faire toucher. Puis là, les sexologues sont comme oh my fucking God, voir qu'on a passé à côté de ça, tu sais. Fait que là, on intègre peut-être que c'est le fun pour les sens. Peut-être que les gens qui sont excités par le latex, c'est pas parce que ils ont un fétiche d'étouffement et qui se sentent diminués, donc ils veulent se sentir pris dans une deuxième peau. C'est pas ça, c'est peut-être parce qu'ils aiment comment ça file sur la peau, tu sais, puis il faut pas réfléchir plus loin. Mais avant... c'est drôle d'avoir juste tout mis dans la tête, le corps n'existe pas. Le corps n'existe pas du tout. Puis c'est ça. Fait que là, t'as excitation par rapport à la relation, la dynamique de pouvoir, comment elle appelait ça, Denise? J'ai oublié le nom, mais c'est la sensorialité, là, en gros. Là. Et puis le dernier, puis celui qui est pas le fun à aborder, c'est réellement l'abus. Dominer une personne au point... Genre, le fantasme du non-consentement. Oh! Mais ça, c'est pas positif. Là. Non. C'est pas positif, mais ça rentre quand même dans les essences de fantasme, malheureusement. Ah ouais? Okay. Ouais, parce qu'un fantasme n'est pas nécessairement positif non plus, tu sais. C'est vrai, mais oui, t'as raison. Fait que mettons qu'on s'attarde juste aux 3 premiers, parce que ça, c'est ceux qu'on aime, là, tu sais. Oui. Qui se pratiquent plus... plus sainement. Oui, disons, plus sainement. Les seuls qui se pratiquent sainement, en fait. Fait que quand tu prends ça, tu mélanges ça de plein de façons. Tu fais des mix, là, tu lances des dés. Puis là, après, ces essences-là peuvent s'exprimer d'une infinie de façons. Puis c'est ça m'a rendue tellement heureuse de savoir que non, on n'est pas... Pourquoi est-ce qu'on regarde toute la même pornographie? Parce que c'est ça qui est disponible. Pourquoi est-ce que tout à coup, il y a eu un gros boom de gens qui pratiquent l'anal? L'anal est rendu dans les pratiques courantes. Ce qui n'était pas le cas avant. C'est vrai que tu retournes 40-50 ans en arrière. C'est pas la même chose, là. Non. Est-ce que c'est une évolution naturelle? Non, c'est juste que c'était plus disponible. On en a vu plus. Fait que c'est qu'on se conditionne à imaginer toujours la même façon de pratiquer la sexualité. Puis ça, c'est un problème. Parce
que quand t'arrives avec une personne, t'es genre, OK, c'est comme ça que l'on fait le sexe, les humains. Les humains font le sexe de cette façon-là, je ferai le sexe, tu sais. C'est vrai. Mais t'as-tu l'impression quand même, parce qu'on dirait que moi, la première chose qui me vient en tête, si on me dit, l'anal est plus couramment pratiqué aujourd'hui, c'est, on en parle plus, on le démocratise plus. Puis avant, j'ai l'impression que, mettons, une femme à l'époque, là, tu lui dis, faire de l'anal, c'est comme, mais non, mais c'est sale ou c'est, tu sais, il y a quelque chose de comme, moi, je suis une, tu sais, une bonne fille. Oui, c'est bonne ça, femme, je suis une moi, je suis pas une prostituée, voyons donc. Tu sais, j'ai l'impression qu'il y avait peut-être ce discours-là, tu sais, puis qu'aujourd'hui, on est comme, on démocratise plus tous les actes sexuels. Fait que je le voyais comme plus d'une façon positive. Mais ça l'est. Mais ça peut absolument. Là, j'ai nommé l'anal parce que c'est pas parce que quelque chose devient populaire que c'est mauvais nécessairement, tu sais. Non, mais ton point de vue est intéressant parce que je l'avais pas vu du tout avec cet angle-là. Ben, c'est que ça devient... Parce que moi, l'anal, j'ai une relation particulière avec l'anal parce que j'ai tellement entendu de femmes qui m'ont fait des témoignages d'anal tellement mal fait. Tellement mal fait. Puis j'étais genre... tu sais, je ne suis pas professionnelle médicale, je ne sais pas comment t'aider, mais tu ne l'as pas fait comme il faut. Puis parce que, tu sais, c'est pour ça que je dis que j'ai une relation particulière avec l'anal. J'ai rien contre la pratique, mais on n'apprend pas comment le faire. Puis ça peut être, pour la personne qui reçoit, super dangereux. Parce que si t'as pas travaillé à comme l'élasticité de l'anus, si t'as pas comme insérer des choses plus petites avant pour dilater, tu peux faire des micro-fissures. Puis c'est là que le caca passe. Puis quand il y a des micro-fissures, après, tu as ces résidus-là, puis ça fait des infections. C'est dangereux. Fait que c'est ça qui me dérange dans le sens que on dirait que c'est facile, l'anal. Puis c'est comme non, ça demande une préparation. Absolument. Puis il faut que tu aies confiance en un partenaire pour faire ça. Puis moi, j'avais une amie qui m'avait traumatisée en me disant qu'il y a quelqu'un dans sa famille que le gars avait tellement pas fait attention. Puis c'est comme... La personne se retrouvait avec un sac, là. Ouais. Tu sais, les déjections vont dans le sac parce que l'anus, pas fonctionne plus, mais genre... Ouais. C'est ça. Tu sais, fait que je suis comme... ça m'a traumatisée ben raide. Ben, je comprends, c'est une histoire d'horreur. C'est vraiment une histoire d'horreur. Puis je vais t'avouer, bien sincèrement, moi, je suis super contente que on démocratise justement tous les actes sexuels, mais moi, personnellement, puis je veux pas dire jamais, parce qu'on sait jamais ce qui nous attend, mais tu sais, c'est pas quelque chose qui m'intéresse, l'anal. C'est pas quelque chose que j'ai envie d'essayer, puis je suis à l'aise avec le fait de faire... Oui, j'ai peut-être cette fermeture-là, mais pour l'instant, ça m'intéresse pas. Je veux pas essayer quelque chose qui m'intéresse pas juste pour dire je l'ai faite. Ben oui, c'est bien correct. Mais c'est pour ça que je trouve pas ça mal que ça démocratise. Il y a plein de pratiques sexuelles. C'est comme tout ce qui est golden shower, puis j'essaie de dire poétiquement, là, parce que j'essaie de bien parler, mais comme tout ce qui est uriner sur des gens. Ouais. Tout ça, c'était pas... Il y a eu vraiment une grande montée en popularité. C'est pas dangereux. C'est comme, il n'y a pas nécessairement de danger. Mais c'est quand même intéressant. Pourquoi, tu sais? Puis ça, c'est fascinant, je trouve, de faire, OK, pourquoi est-ce que de telle à telle année, là, il y a eu une augmentation des clics pour Golden Shower? Qu'est-ce qui s'est passé en 2015, tu sais? Genre, c'est quand même intéressant. C'est vrai, mais parce que les gens, avant, ils avaient juste pas pensé à ça. On dirait que moi, si je l'avais pas entendu, pas sûr que ça me serait... Là, j'ai une réponse pour toi. Dans les années 60, il y a un sexologue... La profession de sexologue n'existait pas. Il y avait juste personne qui faisait ça. On était rendu au point où est-ce qu'on se rendait compte... On se rendait compte qu'on avait des lacunes quant à l'anatomie sexuelle féminine. L'anatomie, là, tu sais. On regarde, on fait « Ah, j'ai pas vu... » Mais c'est comme on était rendu là. Fait que t'as cet homme-là qui était un biologiste qui étudiait les guêpes, je crois. Les guêpes, les mouches. En tout cas, une sorte d'insecte volant. Je crois que c'est les guêpes. Qui s'appelle Alfred Kinsey. T'as-tu croisé ce nom-là dans ta vie? Ah, OK, je suis contente. Non, ça m'intéresse. Je suis contente. Tu m'apprends plein d'affaires. Je suis contente de pouvoir en parler. Là, si ça vous intéresse, allez voir les travaux d'Alfred Kinsey. Ça a été vraiment intéressant. C'est le premier qui a fait un recensement des pratiques sexuelles des Américains. OK. Fait que c'est Human Behavior in the Human Female et Human Male. C'est 2 livres différents. Puis ce qu'il a fait, c'est qu'il a interviewé des gens pendant, je sais pas combien d'années, là, mais il allait voir des gens, puis là, il y avait un questionnaire. Pratiquez-vous ça. Puis il y avait
tout là-dedans. Tout ce que tout. Bon, pour l'époque, là, tu sais. Mais des pratiques très, très marginalisées comme, oui, l'anal, mais comme le libertinage, l'échangisme, tu sais, puis ça allait jusqu'au truc, la pédophilie et la bestialité. C'est quoi la bestialité? Zoophilie. C'est parce que je mélange les deux. Zoophilie, c'est avec les animaux. Bestialité, c'est quand un fantasme sur des animaux qui sont pas existants nécessairement. Ah! Ouais, c'est ça. Puis, évidemment, dans ce cas-là, pédophilie et zoophilie, c'est pas des choses qu'on encourage. C'est pas des choses qu'on veut démocratiser du tout. Non. Mais lui, il a dit, mais c'est-tu courant, tu sais? Qu'est-ce que les Américains font pour vrai? Puis, ça a eu un effet fou en Amérique parce que là, on a remarqué, oh mon Dieu, mais OK, je suis pas tout seul à avoir des fantasmes homosexuels. Oh mon Dieu, OK, je suis pas tout seul à avoir des fantasmes de domination, de soumission, d'anal, encore une fois, des fantasmes de romantique aussi, tu sais, tous ces fantasmes-là. Là, on avait enfin des statistiques. Puis là, évidemment, il y a beaucoup de choses qui fonctionnent pas avec cette étude-là, c'est-à-dire comment tu sais que la personne t'a dit la vérité. Ouais, c'est ça. J'étais comme qui va cocher pédophile, là, tu sais. Ils l'ont fait. C'est ça qui est fou. Oh, ouais. Il y a des gens, puis si ça vous intéresse, allez voir, il y a un film qui a été fait sur sa vie, un film biographique qui s'appelle, je pense que ça s'appelle juste Kinsey. Je suis pas certaine. Mais si vous tapez Alfred Kinsey film, là, vous allez le trouver. Vous allez voir tous les problèmes éthiques auxquels il s'est confronté. Par exemple, justement, un homme qui l'appelle, ça il l'a dans le film, je pense, un homme qui l'appelle, puis c'est vrai, c'est documenté, qui dit « Ah, moi, j'ai des pratiques sexuelles vraiment peu courantes, j'aimerais vraiment ça vous rencontrer. » Puis l'homme est très, très fier d'exposer ses pratiques abusives devant Alfred Kinsey qui est là puis qui prend des notes, tu sais. Puis c'est vraiment perturbant de voir ça. Puis même c'est recréé, c'est un acteur, mais c'est vraiment perturbant de voir ça. Puis il a dû le mettre dans ses statistiques, tu sais, parce qu'il est comme, bon, ben mettons, il y a... Puis c'est des nombres élevés, là. Des fantasmes déviants dans le vrai sens du terme, là, pas déviant dans le sens si elle est déviante, elle couche avec des... Genre agression sexuelle, puis tout. Genre agression sexuelle, pédophilie, zoophilie, tout ça. Il y en avait, tu sais. Puis non, c'est ça, c'est dur à entendre, là. C'est pour ça que je dis, encore une fois, il y a beaucoup de beauté, il y a beaucoup de choses vraiment difficiles à voir. C'est pour ça qu'à un moment donné, le sujet, ça m'a épuisée. Mais du côté positif de ça, il est ressorti enfin un recensement des pratiques sexuelles, puis les gens se sont sentis beaucoup plus libérés. Ça a beaucoup fait avancer la cause de la diversité, la diversité sexuelle, parce qu'il y avait des questions genre, est-ce que vous aimez revêtir des vêtements du sexe opposé? Oui. OK, intéressant. Tu sais, fait que ça fait qu'il y a beaucoup de gens qui sont remarqués que c'était beaucoup plus répandu les pratiques de travestissement, comme on appelait à l'époque, là, ou les pratiques homosexuelles, les fantasmes homosexuels. Fait que là, lui est arrivé avec ça, ça a fait un méga gros boom. Et ta question étant, est-ce que les gens ont pensé, t'aurais eu de la misère à on parlait de Golden Shower. Parce que c'est ça, Golden Shower. J'étais comme, est-ce que... Je suis pas sûre que j'y aurais pensé si je l'avais pas entendu. Si tu l'avais pas entendu. Même à cette époque-là, oui, les gens pensaient et pratiquaient ça. C'est juste qu'on en parlait moins. Fait que c'est devenu plus populaire, évidemment, parce que là, on a accès à ces images-là. On en parle plus ouvertement aussi. Fait que c'est sûr que là, ça vient à notre esprit quand même plus rapidement, mais c'est pas nouveau. C'est pas nouveau. Puis avec, justement, à la lumière de ce recensement-là, Alfred Kinsey a développé une échelle. L'échelle de Kinsey, c'est une échelle qui démontre que l'homosexualité n'est pas binaire. C'est-à-dire que l'homosexualité est un spectre, puis que tu peux te déplacer sur ce spectre-là et que c'est extrêmement rare des gens qui sont 100% hétéros ou 100% homosexuels. Bien, c'est ça. Fait que tout le monde est un petit peu à différents degrés, pas tout le monde, mais bisexuel un peu. C'est ça, ouais. C'est ça. Puis il y a des gens qui sont complètement dans le milieu, qui ont vraiment aucune préférence, puis il y a des gens qui ont une préférence d'un côté ou de l'autre. Puis tu sais, ça peut aller aussi à j'ai déjà eu un fantasme ou une image sexuelle de deux personnes, genre de moi avec une personne du même sexe ou moi avec une personne de l'autre sexe pour les personnes homosexuelles. Puis ça fait que c'est vraiment plus un ou l'autre. Puis je trouve ça tellement soulageant. Moi qui avais toujours envie de définir ma sexualité puis de donner un nom, parce que là, on est bien dans les noms de la sexualité. Puis il y en a les étiquettes, les étiquettes et tout ça. Puis là, quand on me demande c'est quoi mon orientation sexuelle, la vérité, c'est que je sais pas vraiment quoi répondre. Parce que j'ai pas l'impression que... Tu sais, ce qui décrit mieux, je dirais, c'est pansexuel, parce que je suis comme, je ne le sais pas vraiment. Ça dépend de la personne. Mais, tu sais, j'ai un penchant hétérosexuel.
OK. Mais moi, d'apprendre ça, je pense à 20 ans, là, de faire l'échelle de Kinsey, j'ai fait « Ah, mon Dieu, que je me sens mieux. Oh là là, que je me sens soulagée, tu sais. » Mais c'est vrai qu'on veut tellement... on insiste tellement sur, OK, ben si t'es hétéro, tu te poses pas trop de questions, généralement, mais dès que tu sors un peu de ça, t'es comme... Mon Dieu, il faut vraiment que je sois capable de nommer ce que je suis. Oui, c'est ça. Tu sais, il y a vraiment ce stress-là que je ressens beaucoup autour de moi, même encore aujourd'hui. Là, les gens, ils assument pas de pas avoir d'étiquette. C'est comme si c'est trop important. Tu sais, c'est comme... Je peux pas être légitime si j'ai pas une étiquette puis je l'affiche pas clairement, tu sais. Ouais, moi, mon rêve, c'est qu'on demande pas c'est quoi ton orientation sexuelle, mais de demander est-ce que cette personne t'intéresse? Ça serait génial, ça. Puis là, tu fais du cas par cas. Ça serait beau, tu sais. Ben oui. Mais... J'aimerais ça revenir à ce que tu disais, tu sais, qu'il y a rarement des gens qui sont vraiment à l'extrême d'un ou l'autre. Moi, je me sens à l'extrême. Puis, je me demande, c'est ça, je me questionne, je me dis, mais en fait, ça me fait chier, là, ça, c'est sûr. Ça te fait chier d'être à l'extrême, tu veux dire? Ouais. Ah. Ben, j'aimerais ça être attirée par les filles, là. Ça, c'est sûr. Je trouvais que ma vie serait plus simple et tout. Puis j'ai comme vraiment pas cette attirance-là, tu sais. Puis ça, je suis comme, voyons. Puis en plus, là, tu parles justement de ce spectre-là, justement, que je sais qu'il existe et tout. Mais je suis comme, crime, j'aurais pas pu être un petit peu plus avancée ou genre... Puis là, je me dis, est-ce que ça existe vraiment d'être complètement... Oui. Ouais, c'est ça. Ça existe. Parce que, je sais pas, il y a un terme en mathématiques, en statistique, qui est la courbe normale. Ce qui est... là, je fais des mèmes encore une fois, vous voyez pas, mais il y a un 20 souvent, là, dans la nature est fuckée. Parce que souvent, quand on fait des statistiques sur quelque chose, ben, il va y avoir toujours un 20 dans le plus bas et un 20 dans le plus haut. Puis dans le milieu, il va y avoir une espèce de forme de fer à cheval. OK. Fait que si tu regardes, mettons, le QI, le quotient intellectuel, qui est une échelle comme une autre, là, c'est pas parfait, mais c'est une échelle, ben, tu vas avoir un 20 dans les plus bas, un 20 dans les plus hauts, puis le reste, 80 qui est vraiment dispersé, réparti sur la droite, qui a l'air comme d'un fer à cheval. Fait qui monte vers le haut et qui redescend vers le bas. Fait que t'as toujours t'as toujours, en guillemets, mais on retrouve souvent un 20 puis on appelle ça la courbe normale, je crois. Je suis désolée pour les personnes qui sont frivands de mathématiques puis qui vont me corriger. Je crois que c'est la courbe normale, je suis pas certaine. Mais c'est ça. Fait que dans l'échelle de Kinsey, t'as un 20 de personnes qui s'identifient comme complètement homosexuel, puis un 20 qui s'identifie comme complètement hétérosexuel. Fait que ça se peut, c'est pas impossible, tu sais. Moi, j'ai juste des doutes pour les gars qui disent « Ah, je suis tout hétéro. » Tu sais. Tu donnes beaucoup de claques sur les fesses de ton ami pour être complètement hétéro. C'est drôle. Ouais, c'est ça. Ah oui, il y a une peur de comme... Non, grosse peur. Hey. Absolument. Puis c'est dommage. Tu sais, là, je ris d'eux autres, mais je veux jamais rire d'eux autres. Et s'il y a un gars qui me parle de ça, je veux jamais réagir en riant. Non. C'est juste que... C'est le ridicule de la peur. Ça me rend triste, en fait. Ouais. C'est une peur qui est triste. Mais ça se peut que tu sois hétéro. Ça se peut. Puis je suis désolée, t'es né comme ça. C'est comme... Puis ça me fascine, tu sais, dans notre milieu. Tu sais, on est dans des milieux de gauche, des milieux d'artistes aussi. Fait que c'est comme si on côtoie beaucoup plus de gens qui sont... fluides sur leur sexualité, sur leur genre. Ouais. Fait que là, la honte, des fois, elle vient de faire « Oh, je suis hétéro, fuck, tu sais. Ah merde, je suis cis, tu sais. » Ouais, mais c'est pas une honte, tu sais, j'ai pas honte d'être hétéro, c'est juste que ça me fait profondément chier parce que je suis comme... Moi, je regarde les gars hétéros autour de moi puis je suis comme... Mais moi, je vais passer ma vie tout seul, là. Je veux dire... Je suis bien toute seule, puis ça va être ça dans le sens que c'est tellement rare que je vois un gars hétéro, puis je fais « Wow, cette personne pourrait m'apporter... » Tu sais, on n'est pas rendu à la même place, souvent dans nos mentalités, je trouve. Il y a un clash en ce moment qui se passe dans les valeurs, puis tout ça, puis c'est pas pour tout le monde, mais je suis comme... C'est ça, puis je vois toutes mes amies qui sont bi, puis sont comme... C'est comme... Ouais, OK, je comprends. Tu sais, il y a une autre porte grande ouverte, là. Mais désolée. Mais non, mais c'est ça. C'est comme moi quand je me sentais comme ça aussi d'être plus hétéro que homosexuel, whatever. Quand je me sens mal, je fais mais tu vas-tu reprocher à quelqu'un d'être homosexuel puis faire c'est que ça serait tellement mieux si t'étais un petit peu hétéro. Genre c'est lourd. Pourquoi on se l'impose à nous, tu sais? On n'a pas le choix. Il y a des filles, tu sais, tu disais, quand tu regardais les gars hétéros, puis tu disais, voyons, qu'est-ce qu'ils ont à m'apporter, entre guillemets, encore une fois, qu'est-ce que j'ai parlé à la personne qu'on était à la même place. J'ai voyagé en Arménie il y a quelques années pour un projet de théâtre. Okay. Et puis, j'ai rencontré des femmes vraiment extraordinaires là-bas il y a quelque chose de vraiment intéressant qui se passe en Arménie, c'est que les valeurs féministes occidentales, c'est-à-dire comme nous, on les connaît, tu sais, fait que le féminisme comme nous, on le vit, là-bas,
les femmes sont très intéressées par ce type de féministe-là. Ça veut dire, tu sais, le partage, mettons, juste le partage de la charge mentale, la tâche ménagère, la relation avec les enfants, la relation au corps de la femme aussi. C'est très... Ça les intéresse beaucoup, puis ils sont rendus là, en guillemets, comme si, hey boy, là, ça me fait mal, qu'est-ce que je viens de dire, là? Comme si, quand t'étais rendu là, t'étais occidental. C'est pas ça que je veux dire, mais dans le sens que ils ont une pensée extrêmement semblable à la nôtre, mais les hommes sont encore très traditionnels. Fait qu'il y a une grosse disparité entre les mentalités, entre les femmes et les hommes en Arménie. Et puis, il y a des femmes que j'ai vues qui, eux, prennent la décision consciente de dire, je ne serai pas en couple et je ne me marierai pas parce que je veux pas leur donner raison, genre, en leur disant comme, ben, je veux pas accepter ça. Puis, ce qui est tough là-bas, ce qui me décrivait, ces femmes-là qui sont dans les milieux militants féministes et queer, c'est que il faut engager le dialogue avec les hommes, mais c'est extrêmement difficile. Puis c'est aussi que les hommes ont peu de connaissances, ils ont peu d'éducation là-dessus. Ils sont très gênés. Ils veulent pas que leurs amis sachent qu'ils vont parler à des filles féministes. Ben genre. Voyons. Mais non, mais tu sais, c'est un peu tu sais, comme ici qu'on entend les féminazis puis tout ça. Ouais. Il y a une peur du féminisme parce qu'il y a une incompréhension de c'est quoi le féminisme. Ouais. Puis j'ai trouvé ces femmes-là géniales parce qu'ils étaient comme, ben on se mariera pas puis c'est tout. Puis j'ai fait voir, c'est une grosse prise de position. Puis il y en a une, entre autres, qu'elle avait les cheveux courts. J'ai pas vu une fille en Arménie avec les cheveux courts. Elle avait les cheveux courts, tu sais. Puis j'étais genre, mais comment tu fais? J'ai vraiment demandé comment fais-tu pour avoir ces regards-là, ces commentaires-là toujours des chauffeurs de taxi, de tout le monde. « Ah, tes cheveux, c'est dommage, blablabla. » Puis elle était très en paix avec la réaction que ça provoquait, mais elle était consciente du sacrifice qu'elle faisait en faisant ça, genre. En juste s'étant coupé les cheveux. Fait que c'était vraiment fascinant de voir des filles qui militent pour le féminisme, qui en ont beaucoup à perdre là-bas aussi. Plus que, tu sais, nous, si on reste célibataire, c'est différent. C'est pas exactement... Si on reste célibataire, c'est moins mal vu que là-bas, que c'est une société beaucoup plus traditionnelle. Oui, absolument. C'est pas bien vu non plus. C'est pas bien vu non plus, effectivement. Mais tu sais, c'est ça. Socialement, tu fais ce que tu veux, puis comme... C'est ça. Tu vas avoir des commentaires, mais ta famille va pas faire... Ben là, oh non, c'est pas vrai. La famille va faire ça aussi. C'est peut-être juste ma famille qui va pas faire ça. Mais moi, tu vois, ma famille, ils se sont habitués, là. Ah ouais? Oui. Ils ont comme fait... Parce que tout le monde est matché dans ma famille, là. Tu sais, mes cousins, cousines, tout ça. Pas moi. J'ai jamais emmené personne dans ma famille. J'ai jamais... Puis aujourd'hui, ils me posent plus de questions. Là. Ils sont plus comme... Ah, tant mieux. Tu sais, quand est-ce que tu vas avoir un chum? Ils sont comme, non, elle aura pas de chum, elle aura pas d'enfant, puis elle aura... Tu sais, je pense pas qu'ils comprennent à 100%, mais en fait, ben ça va être ça. Ça va être ça. Bon, fait que... garde au pire. Fait que, tu sais, c'est ça, mais oui, je comprends ce que tu veux dire. Parce que j'ai vraiment l'impression qu'on a ce clash-là ici aussi. Oui, on l'a. Je crois comme aussi. que les hommes puis les femmes vont vraiment pas dans la même direction en ce moment. Encore là, c'est une généralisation parce qu'il y a des hommes qui se sont vraiment éduqués puis qui ont vraiment décidé de s'intéresser au féminisme puis de prendre une charge mentale et tout. Ou bien qui posent des questions. Moi, j'adore. Oui. Quand ils posent des questions, puis je trouve ça dommage souvent comment on leur répond. Ah, tu trouves? Ouais, des fois, oui. Des gars qui disent un truc puis tu fais c'était sexiste, puis ils font ah, pourquoi? Puis là, tu fais à cause de ça, ça. Puis il y en a qui ont été beaucoup plus ouverts que je croyais à faire OK, ouais, j'avais pas vu ça de même. Puis je trouve que souvent, il y a des gens qui vont snapper très vite. Ouais. Puis il faut être conscient de ce déséquilibre-là puis de cette éducation-là qui est différente entre nous et entre les femmes et les hommes, mettons. Mais tu vois, c'est ça que des fois, je comprends les gens qui peuvent snapper parce que j'ai l'impression que comme nous, on s'est éduqués nous-mêmes. J'ai vraiment l'impression que les femmes ont fait là. On veut connaître notre corps, on veut connaître... On s'est éduqués. Il y a personne qui nous a tout mis ça tout cuit dans le bec. Puis là, c'est comme là, il faudrait éduquer les hommes en plus. Fait que des fois, il y a comme cette lourdeur-là de faire « Hey, pour vrai, là, informe-toi toi-même, c'est pas à moi de t'expliquer tout ça. » Fait que je comprends ce point de vue-là aussi. Je comprends les deux. Je comprends la personne qui est comme « J'ai envie d'ouvrir le dialogue puis justement te faire réfléchir. » Puis la personne qui est comme « Ben non, là, ça me tente pas. » T'sais. Ben, ouais, je comprends. J'ai pas encore... je pense que si je parle de ce sujet-là, j'ai pas fini ma réflexion. J'aurais pas comme une réponse très claire à dire. Tout ce que je sais, c'est que... Moi, je l'ai, cette énergie-là, fait que tant mieux. Puis je travaille avec les ados aussi, hein, ça aide beaucoup. Ouh, OK, ça m'intéresse. Travailler avec les ados? Ouais. Comment ils voient ça?
Ouais. Ben, vas-y donc, lance-moi quelque chose. Ben, je veux dire, qu'est-ce que tu fais exactement avec les ados? Ben, je travaille en art plastique. Je suis enseignante d'art plastique et d'art dramatique. OK. Mais j'ai une bonne relation avec les ados parce que, ben, veux pas, j'ai 26 ans, j'ai des tatous. Déjà, je gagne des points. Cool. C'est ça. Ouais. Je suis déjà cool en partant, plus que si t'as une dame ou un homme de 50 ans qui est un excellent professeur, une excellente professeure aussi, mais qui, déjà, l'image clash avec eux. Moi, quand je rentre dans une classe, ils font genre... mais genre, t'as quel âge, madame, là? Là, je dis, tu me donnes combien? Ils font, 19. Je dis, voyons. Ben non, j'ai pas 19 ans. Tu sais, je rentre déjà en dialogue plus rapidement avec eux. Je connais leur trend aussi. Hey, ça, je travaille beaucoup pour ça. Parce que je me tiens au courant. Parce que faut que je comprenne quand ils parlent. Puis quand ils me font une référence là, de Trololo, faut que je fasse, ah ouais, Trololo, telle affaire. Puis ils font, oh madame, vous savez c'est quoi? Puis là, je suis cool, tu sais. Mais mon statut d'enseignante cool, ça m'aide à créer un lien que quand les ados ont des questions, ils viennent souvent me voir. Des questions sur les relations hommes-femmes, beaucoup. Ah, c'est donc bien hot, ça. Ouais. Moi, je suis contente de ça. Je suis vraiment fière de ça, de pouvoir créer ce lien-là avec eux. Mais ouais, il y en a beaucoup qui viennent me poser des questions. Puis tu sais, souvent, c'est des questions... ils veulent pas vraiment te montrer qu'ils veulent te poser une question, mais ils veulent t'en poser une quand même, tu sais. Genre, ah ouais, madame, là, j'ai envoyé un texto à une fille. Je suis comme, ah ouais, tu as fait ça, toi. Ouais, puis là, elle me répond pas. Je suis comme, ah, qu'est-ce que tu vas faire? Ben, je vais y avoir un autre. Je suis comme, ah non. Ben non, parce qu'elle a décidé de pas te répondre. Ben là, madame, genre, je veux savoir. Là. Je suis comme, ben, tu peux pas. Puis il va falloir que tu apprennes à vivre avec le fait que des fois, tu l'auras pas, ta réponse. Puis si la fille t'a pas répondu, c'est une réponse en soi. Genre, oh, puis ça fait chier. Ça les fait chier, tu sais. Je suis comme, mais c'est quoi ton autre solution? De lui réécrire, puis lui réécrire, puis lui réécrire. C'est cet homme-là que tu veux devenir. Puis c'est comme, ouais, non, c'est weird. Je suis comme, c'est ça. Ah. Ouais, j'ai beaucoup de discussions avec les adolescents sur la sexualité aussi. Mais tu sais, c'est jamais... Il y a des règles que je ne comprends toujours pas, là, dans le sens de c'est quoi mes limites, de quoi je peux parler avec eux, de quoi je peux pas parler, parce que je suis leur enseignante. Je suis pas une ressource extérieure spécialisée en sexualité. Mais en même temps, quand il y a un élève qui a un vraiment bon lien avec moi puis qui vient me poser une question sur des relations interpersonnelles, je me sens toujours un peu mal de faire « Ah ben, va voir telle personne, moi, je suis pas spécialisée là-dedans. » Non, je suis toujours un peu comme... Là. Mais en même temps, il y a des limites à observer, fait que j'ai de la misère à Mais c'est un peu cave, ces limites-là. Dans le sens, je comprends, là, parce que tu voudrais pas que, mettons, une jeune fille aille vers un prof masculin puis fasse... On dirait que ça c'est comme plus... Ouais, il y a un danger, là. Il y a un danger, mais en même temps... Mais en même temps, comme je te dis, ça fait pas longtemps que je suis enseignante. Je ne peux pas vraiment répondre à pourquoi ces questions, pourquoi ces règles-là doivent être observées, mais je connais des gens qui ont beaucoup plus d'expérience que moi puis qui font, crois-moi, tu veux les respecter. Fait que je fais, je vais te faire confiance. Enseignant avec plus de qualifications, beaucoup plus d'années d'expérience et en qui j'ai confiance. Fait que j'essaie de doser ça, mais tu sais, quand ils viennent me parler, là, ils sont drôles. Mais ils savent pas. Puis, tu sais, il y a des gens qui sont terrifiés par les ados, là. Qui était l'impression que... Vas-y. Moi, j'ai un peu peur avec la montée de la droite chez les jeunes. Là. Je t'avoue que ça me stresse un petit peu. Mais tu sais, la montée de la droite chez les jeunes... Oui, effectivement. Mais ça, la montée de la droite a beaucoup de place. Partout, là, ouais. C'est aussi que moi, je me tiens dans les écoles, comme si j'allais chiller là. Mais genre, comme j'ai un contact avec eux, je me rends compte qu'il y a aussi une énorme partie de la population étudiante qui est extrêmement informée, vraiment éduquée. Puis ça, c'est eux qu'on n'entend pas parler parce qu'on médiatise les autres, tu sais. Mais il y a des jeunes filles, des jeunes hommes. Il y a des jeunes hommes en secondaire 1 qui sont comme, moi, je suis gay. Puis t'es genre, high five, genre, bravo. Moi, il y avait un gars en secondaire 5 qui avait fait son coming out, puis c'est tout, là. Un gars, une fille. Un gars et une fille, c'est tout. Ah, moi aussi, 2 personnes dans 1000 étudiants en école secondaire. Là. Ouais. Il y en a beaucoup. Puis ils s'affirment, là, puis ils sont bons. Puis il y en a un... Eux autres, ils me font rire, là. Ça me ferait vraiment rire qu'ils écoutent le podcast juste parce que je vais parler d'eux autres. J'ai 2 élèves, ils sont même pas dans ma classe. Puis ils m'ont adopté. Ils ont fait ça, c'est notre madame. Fait qu'ils viennent me voir au midi, ils me jasent dans un couloir, puis ils me racontent tout le temps leurs affaires. Je pense qu'ils sont en secondaire 2. Puis lui est gay et elle est lesbienne. Puis ils sont affirmés. Puis là, ils vont dans des dates. Puis là, ils s'invitent pour voir c'est qui la date de l'autre. Ils sont vraiment drôles, tu sais. Puis ils sont tellement affirmés. Puis oui, à côté de ça, t'as les gens qui sont plus droites, qui sont de droite, puis qui c'est gay, blablabla. Mais ça se côtoie.
Puis les gens plus de gauche, mettons, ils s'affirment aussi. Fait qu'il n'y a pas une domination de la droite dans l'école où est-ce que je suis. Okay. Si peut-être tu avais une autre enseignante, elle te dirait une autre chose. Mais moi, mon expérience, c'est que j'ai beaucoup d'espoir en cette jeunesse-là qui affirme leur sexualité, leur identité de genre, leur identité sexuelle, qui affirment leur style personnel, puis qui sont capables de naviguer avec beaucoup plus d'aisance que nous, on en avait quand on était au secondaire, je crois. Wow. OK, tu me rassures un peu. Parce que c'est vrai que ce qu'on entend, c'est juste la montée de la droite, le tradwife chez les jeunes filles, tu sais, comme tout ça qui... Il y en a aussi, parce que tu sais, s'il y en a 2 dans l'école qui trippent sur le tradwife, il y en a 6 qui vont dire « C'est des petites connes, c'est de la merde! » Fait que c'est juste qu'on les entend pas, eux autres. Ça nous intéresse pas de les entendre parler. Puis tu sais, c'est correct, il faut apprendre qu'est-ce qui menace les jeunes, oui. Mm-hmm. Mais j'ai très confiance en eux. OK. Merci, un peu d'espoir. J'aimerais ça revenir à le balado que tu as fait. Premièrement, est-ce qu'il est disponible quelque part? Oh, sacrément, quelle question terrible. Non, parce qu'il appartenait à CISM, qui est la radio de... Ah non? Non, attends, c'est pas eux autres le problème. C'est la radio de l'UDM. OK. Et puis, je n'ai pas téléchargé mes balados, malheureusement. Ils ne sont pas disponibles. Il y a un épisode qui est resté... en fait, si ça vous intéresse, pourquoi pas. J'ai une chaîne YouTube qui reste des affaires dessus, qui s'appelle Travaux érotiques. Le podcast s'appelait Travaux érotiques, travaux au pluriel, érotique S. On parlait de plein de choses, mais c'est des vidéos très, très format YouTube, genre Catherine, 20 ans, essaye le nouveau médium, tu sais. Fait que il y a des affaires que j'aurais faites différemment, mais il y a des affaires encore intéressantes là-dessus. Puis, entre autres, si ça vous intéresse, parce que là, j'ai pas vraiment eu le temps d'en parler, mais c'est un sujet que j'aime beaucoup quand on parle de sexualité, c'est... j'ai fait une entrevue il y a quelques années pour un court-métrage qui parlait de Nelly Arcan. Ah! Ouais, Nelly Arcan, qui est une auteure, pour ceux qui la connaissent pas, une auteure québécoise qui a parlé de travail de sexe. Travail du sexe, oui, elle a parlé de travail du sexe. Elle a parlé d'image de la femme. Elle a parlé de féminisme, d'emprisonnement dans la sexualité féminine. Elle a parlé de tellement de choses, cette femme-là. Elle a eu une présence médiatique très, très marquée au Québec. Elle a été bâchée par les médias de façon terrible. Vraiment beaucoup. Elle a écrit un livre là-dessus qui s'appelle La burqa de chair, d'ailleurs. Ça vous intéresse? La burqa de chair, qui parle de son expérience en tant que femme avec une image publique, qui doit naviguer à travers parler de féminisme et qu'on lui reproche de ne pas observer ses propres principes. C'est-à-dire que elle parlait beaucoup de la pression qu'on met sur les femmes d'être belle, d'être sexy, d'être désirable de la façon conventionnelle qu'on entend. De vouloir faire bander les hommes, être gardée comme un objet sexuel. Puis elle parle de la souffrance que ça lui a créée, mais de l'incapacité qu'elle a eue de ne pas tomber dans ce piège-là. Puis on lui reprochait, ben là, madame, tu vois, là, tu portes un décolleté, puis tu dis féministe, puis elle est comme, mais t'as pas lu mon livre, genre t'as aucune idée de ce que je dis. Elle s'est faite ramasser. Et la burqa de chair, c'est vraiment excellent, si vous voulez, comme vous plongez dans ce dilemme-là qu'elle a eu, que moi j'appelle le cul-de-sac de Nelly Arcan. Sur YouTube, ça s'appelle comme ça. Sur Travaux érotiques, il y a une entrevue que j'ai faite qui s'appelle Le cul-de-sac de Nelly Arcan, qui parle de cette dichotomie-là qu'on a, nous les femmes, et les hommes l'ont de plus en plus aussi, malheureusement, là, qui est de vouloir plaire à tout prix, vouloir être un peu une femme-objet, vouloir être observée, désirée pour son corps, mais en même temps trouver ça dégueulasse. Fait que de manier ça, c'est vraiment... c'est énergivore au maximum. Fait que si ça vous intéresse, ça, j'ai parlé de ça. Mais c'est ça, parce que tu dis que tu avais fait une entrevue. Ah oui, excuse, c'est pas un court-métrage. Pour un court-métrage, oui, ça s'appelait Casting Nelly ou Casting Nelly. Puis c'était... Le concept, c'était des gens, on passait sur une chaise de casting, puis on jasait. Ils nous posaient des questions, puis on répondait. Puis c'était à propos de Nelly Arcan. Fait qu'ils nous faisaient, mettons, lire une ligne d'un de ses livres, puis ils disaient comment ça te fait sentir, qu'est-ce que tu ressens, nanana. Puis après, ils disaient, OK, ben viens avec une tenue qui te fait sentir confiante. OK. Puis là, ils prenaient des beauty shots. C'est pas vraiment des beauty shots, là, c'est des travelling sur des rails avec une caméra. Puis c'était pour entendre c'est quoi l'écho de ces paroles de cette femme-là encore aujourd'hui. Ça s'appelle Casting Nelly. Je crois que c'est encore disponible sur Internet. Je sais pas, parce qu'ils font une run de festival. Fait que c'est cool, ça. Ce court-métrage-là a été sélectionné dans des festivals. Wow. Et puis, il est fait que des fois, quand ils sont encore en run de festival, c'est pas disponible encore.
Mais c'est intéressant quand même. Mais moi, Nelly Arcan, ça a été une figure vraiment, vraiment marquante. Fait que, si je peux-tu me plugger? Oui, vas-y, Ok. absolument. Si ça vous intéresse, moi, c'est plus sur Instagram là, que je suis active. Instagram, Facebook, je m'appelle Kraken, Kraken.Janotte, Jannotte. Puis si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir les drags que je fais, la danse. Vous pouvez suivre mon travail là-dessus. Puis je travaille depuis un bout, là. Ah, tu veux-tu une primeur? Oui? J'écris beaucoup sur la figure de la trophy wife depuis des années. Puis là, je pense que je suis prête à plus... J'ai pris un break, là. Mais sur cette envie-là d'être une trophy wife que j'ai, genre... Puis je suis comme, c'est honteux, mais j'aimerais ça, tu sais. Qui revient un peu avec tes premières Tout le pensées temps. de Oui, c'est ça. stripteaseuse et tout. C'est ouais. ça. Puis je parle d'Aglaé, d'ailleurs, dans l'introduction. C'est comme ce dégoût-là de moi-même de vouloir être une trophy wife, puis de... C'est ça, ce paradoxe-là, je trouve qu'on vit beaucoup, nous, les femmes, de vouloir être objectifiées un peu, vouloir être regardées avec des yeux genre cochons, là, tu sais, des yeux de désir, des yeux sensuels, mais en même temps, ça nous écœure un peu d'avoir cette partie-là de nous, en tout cas. Mm-hmm. Puis c'est ça, fait que j'écris là-dessus. J'espère vraiment pouvoir faire publier ça un jour, là. Mais bon, encore une fois, comme je disais au début, l'entrepreneuriat n'est pas une de mes plus fortes qualités. Mais t'aimerais en faire un essai? Ouais. Wow. Ça s'appelle je veux être une trophy wife. Puis ça parle de Nelly Arcan, ça parle de tout ça, des réflexions personnelles. Puis c'est libérateur, je trouve, d'écrire là-dessus. Puis d'admettre qu'on a cette envie-là. C'est clair. Je trouve que c'est ça. Mais tu vois, moi, on dirait que je réfléchis, puis je suis comme... Peut-être que je me suis pas assez... J'ai pas assez poussé mes réflexions sur ça. Je pense que j'ai pas du tout cette envie-là. Ben, tant mieux pour toi. Tant mieux. On dirait que j'ai envie que les gens me regardent puis me trouvent belle, assurément. Tu sais, je m'en fous pas. Mais j'ai plus envie que les gens me trouvent belle cute que belle sexy. Yo, moi, genre. c'est le contraire. Je suis tellement tannée de me faire dire que je suis cute. C'est-tu vrai? Ouais, absolument. Moi, ça m'énerve. Moi, ça me terrorise qu'on sexualise mon corps, genre. Ah, wow. Ouais, on dirait que... Puis même dans la façon dont je m'habille, on dirait que je suis comme... Je veux pas qu'on voit trop mon corps. Je sais pas, on dirait que je suis pas un morceau de viande. J'aime pas ça. Ça me rend profondément mal à l'aise. Puis je me sens pas sexy dans la vie. Je me sens pas... Ouais, c'est ça. Ouais, on dirait que moi, si tu me regardes... Tu sais, ça m'est déjà arrivé, là, des gars qui viennent me voir. Ouais. Tu sais, je te trouve vraiment belle, telle affaire. Puis la façon qu'ils me regardent, je suis comme... Je suis pas bien, là. Je suis pas bien. Tu sais, puis comme... C'est ça. Moi, mettons, cette anecdote-là m'arrive, je me sens pas bien, mais si ça m'arrive pas, je me sens mal. Ah ouais, c'est pas là que je moi. suis. Mais c'est ça, j'ai peut-être dit tantôt que ça arrivait aux femmes at large, mais j'ai trop généralisé peut-être, là. En fait, j'ai clairement trop généralisé. Mais en tout cas, c'est quelque chose que moi m'habite. Puis que je sais mais que je comprends. Puis je pense que la majorité des gens aussi. Mais moi, je sais pas si c'est parce que je ne sexualise pas non plus les gens. Tu sais, je regarde pas les gens avec un regard sexuel. Je fais pas comme, oh mon Dieu, cette personne-là est tellement... Moi non plus, j'ai vraiment pas ce... OK. Mais c'est ça. Là-dessus, on se ressemble, je pense. Là, moi aussi, je suis vraiment pas... C'est ça. Mais tu sais, des gens, mettons, qui se promènent avec quelqu'un, puis oh mon Dieu, cette personne était tellement chaude, puis je suis comme, je ne sais pas. Moi aussi, mais des fois, je fais, quel charisme. Oui. Tu sais, quel look, Oh, wow, quelle présence. quel trait. Tu sais, Ouais. Mais ça serait pas comme, wow, je voudrais y arracher ses vêtements. Ouais, je comprends. Il y aura pas ça. Fait que j'ai comme envie qu'on me retourne l'appareil en faisant, t'es vraiment belle. Je suis comme, merci. Mais comme pas, ouais, c'est ça. Mais. Ouais, c'est intéressant. Mais après ça, j'ai un corps de femme, donc on me sexualise. Exact. Fait que tu fasses n'importe quoi, que tu le veuilles ou que tu le veuilles pas, ça va arriver de toute façon. Exact. C'est ça. Non, il y a comme aucun moyen de s'en sortir d'un bord ou de l'autre. Mais c'est pour ça que j'appelle ça le cul-de-sac. À mon été comme, OK, comment on fait pour se sortir de ça? Je n'ai pas la réponse encore. Je la cherche. Et puis c'est comme si Nelly Arcan, on lui a reproché de ne pas avoir trouvé la réponse. Alors qu'elle faisait justement réfléchir, puis quel courage, puis quelle force, quelle vulnérabilité de juste avoir avoué justement ces pensées-là qu'il habitait, puis de faire, voici, j'ai une dichotomie, voici, tu sais. Ouais. Puis les hommes
qui était en entrevue, qui était comme... ça gorge tout le temps, là. Pas capable. On dirait que c'est comme... C'est quoi, t'as une réflexion d'un enfant de 3 ans, là, t'es pas capable de réfléchir, là. À quel point t'as un esprit fermé, puis tu veux juste... T'es juste misogyne, dans le fond, puis tu utilises ça comme... Tu sais, comme porte de sortie pour bâcher une femme, alors que si tu faisais juste réfléchir 2 secondes, ce qu'elle dit, c'est du génie, là. Tu sais, c'est comme juste... Ouais. J'espère que si elle avait vécu maintenant, parce qu'elle s'est enlevée la vie, malheureusement, à la suite de toutes ces choses qui sont arrivées. Très, très jeune. J'ose croire, j'ose espérer que si elle vivait à notre époque, ça aurait été différent, sa couverture médiatique. J'espère, j'y crois. Mais bon, on ne sait pas. Et puis c'est pour ça que ça fait toujours peur d'aborder ces sujets-là, je trouve, parce qu'on ne sait pas c'est quoi le backlash qu'on va avoir après. Ouais. Je sais pas si toi, tu vis ça, là, avec ton podcast. Non. Ben, pas pour l'instant. Je t'avoue que là, tu sais, il commence. Ouais. Fait que c'est sûr que, je sais pas, là, si j'avais énormément de gens qui me suivent, c'est sûr j'aurais de la haine, là, ça, c'est sûr. Puis je me ferais rentrer dedans, comme j'aurais des commentaires sûrement positifs aussi. Mais là, pour l'instant, on dirait que c'est les gens qui ont vraiment un intérêt, qui suivent le podcast. Fait qu'à date, les retours que j'ai eus sont juste vraiment super positifs. Mais je suis pas à l'abri de tout ça. Mais toi, est-ce que ça t'inquiète? Comme, mettons, quand t'es devant le micro, est-ce que c'est quelque chose que tu gardes en tête de genre, faut que je fasse attention à ce que je dis ou faut que je le dise d'une certaine façon? Non? Non. Ça, je veux pas blesser des gens. Fait que je veux faire attention des fois pour pas mettre tout le monde dans le même panier. C'est dur, hein, quand on parle de pas généraliser. Moi, je m'écoute depuis tantôt puis je suis comme, à quel point j'ai dit tout. J'ai dit les femmes, j'ai dit les hommes, j'ai dit tout ça, tu sais. Oui, moi aussi, c'est ça. Des fois, je fais, OK, comment je peux peut-être m'améliorer, mais, tu sais, je me tape pas trop sur la tête non plus. Je veux pas être parfaite non plus, tu sais. Fait mais j'ai pas cette peur-là. Tu vois, ma plus grande peur, moi, en faisant le podcast, c'est vraiment plus, je suis comédienne, est-ce que mettons que le podcast, il marche vraiment, là, puis ça devient populaire, puis tout, est-ce qu'on va m'associer à... Elle peut pas jouer d'autres rôles que... Tu sais, moi, c'est ça ma plus grande peur, c'est comme... Je sais, mais moi, j'ai commencé la cascade, puis c'est ça. On dit pas trop aux gens de théâtre que tu fais de la cascade, puis dis pas trop aux cascadeurs que t'es actrice. Parce que là, eux autres, ils vont te caster dans l'opposé. Je suis comme, hey, là, pour vrai. C'est tellement réducteur. Je suis tellement tannée de ça, là. Je suis comme, on peut être plein de choses. On peut être... on a plein de dimensions. Arrêtez de nous mettre dans une case. Fait que moi, c'est vraiment plus ça ma peur. Mais j'ai pas peur de m'exprimer. Puis ça, c'est une affaire que... Comment dire? De ce que j'ai l'air, de ma voix, de mon énergie, de aussi comment je suis, parce que je suis quand même pudique aussi, tu sais, veux pas. Je pense que je rentre dans la case de la fille qui est comme... Je sais pas comment l'expliquer, mais je pense pas que jamais je me ferais bâcher comme les filles de sexe oral, mettons, tu sais. Ouais, elles sont beaucoup plus... Tu sais, sont comme tellement assumées, puis ont tellement... Ouais, tu sais, il y a comme quelque chose de comme... Nous, on n'a pas de tabou, puis j'ai pas de tabou non plus, mais dans le sens où je pense que j'ai une plus grande pudeur, puis juste de quoi j'ai l'air, puis je sais pas... t'es beaucoup plus douce qu'eux autres, dans le sens que t'as l'air plus... Ouais, il y a une douceur qu'eux autres, c'est très dans l'affirmation. Puis c'est pour ça que je suis contente que les deux cohabitent. Exact. Moi, je les adore, ces filles-là. J'ai appris plein d'affaires grâce à leur podcast. Mais je sais que je suis privilégiée dans ce que je projette. Puis les gens vont vraiment moins m'attaquer. Puis c'est pas que j'essaie de... C'est juste je suis de même. Puis j'ai toujours eu ce privilège-là. J'ai une prof à l'école de théâtre, Jackie. Je sais pas si vous l'avez eu, vous autres, en clown. Je l'ai pas eu, mais j'ai des amis qui l'ont eu. C'est ça, une enseignante de jeux clownesques à l'école de théâtre qui faisait partie de Dynamo, qui a fait beaucoup de jeux clownesques, de jeux physiques. À la fin de mon évaluation de fin d'année, première chose que j'ai dit quand je suis rentrée dans laquelle elle a dit, toi, tu vas toujours être la méchante. Les gens vont toujours dire que t'es la méchante. Non, mais dans le sens... OK. C'est elle a trop dit, drôle. mais tu sais, moi aussi, je suis la méchante. Puis genre, OK. Parce que je pense que je me reconnais un peu plus. Je suis moins tempérée et douce dans la vie aussi. Mais c'est juste qu'on associe une femme qui a du pouvoir puis qui prend la parole automatiquement et il y a quelque chose qui te dérange. Ouais. C'est ça, comme dans la méchante, parce que moi, je te vois devant moi puis c'est parce que je trouve pas que t'as ce casting-là. Ben, méchante, pas dans le sens casting, pas dans le sens de ce que j'ai de l'air, c'est dans le sens que quand quelqu'un dit quelque chose, je vais dire, mais c'est pas correct. Tu peux pas dire ça. Puis souvent, ben, bon, c'est ça. Puis là, il y a des affaires que sûrement je suis allée trop loin, puis des affaires que je suis pas allée assez loin, puis je sais pas, mais
moi, ça m'a quand même fait rire de me faire dire tu vas toujours être la méchante. Moi aussi, je suis la méchante. Puis, tu sais quoi, c'est correct, ça en prend. Je suis genre, OK, c'est correct, tu sais. Mais moi aussi, ben, tu vois, je me suis fait dire ça, puis moi aussi, je cherche encore. C'est un gros trouble. Pourquoi est-ce qu'on me voit comme ça? Je sais pas. Mais si je te pose je voulais te poser la question, qu'est-ce que tu penses du casting? De ton casting? Comment tu vis cette réalité-là qu'on a? Casting, attends, je vais te donner une petite définition au cas que... Oui, non, mais... Oui, ben casting en général pour des rôles. Là, ouais, casting, c'est... Parce que, tu sais, mettons, casting, c'est genre l'image qu'on... non, pour des rôles. Ouais, c'est ça. Parce que, tu sais, mettons, quand on dit un casting, nous autres, en acting, en théâtre, en télé, c'est qu'est-ce qu'on a de là, puis qu'est-ce qu'on pourrait jouer, genre. Puis c'est quelque chose qui pèse sur beaucoup de personnes, je trouve, dans les arts, là. Toi, c'est quoi ta relation à ça? J'ai une drôle de relation au casting parce que... c'est drôle parce que j'ai fait souvent dans ma vie des ateliers, justement, où tu vas devant une caméra puis on te dit c'est quoi ton casting. Oui. J'ai fait comme 3-4 fois, là. Puis ça me fascinait de voir à quel point... Bon, oui, il y a quand même des changements dans le temps, là, parce que tu changes physiquement aussi, puis tout. Mais il y a vraiment des affaires qui revenaient à chaque fois. Qui revenaient, là. J'étais comme, OK, je suis vraiment ça dans la tête des gens. C'est jamais le même groupe de personnes. C'est jamais le même puis monde. Ça revient tout le temps la même chose. Ouais, sur 8 ans. Genre, telle affaire. Tu sais, on m'a beaucoup dit... tu vas jouer des femmes vraiment intelligentes. Tu vas jouer... t'as vraiment l'air de savoir ce que tu fais. Genre un peu Hermione. Oui, OK. Vraiment, ce casting-là, ça, c'est revenu, là, full. Mais j'ai jamais eu de rôle à la télé pour l'instant. Fait que je sais pas dans quoi on me casterait puis si ça serait vraiment ça. Moi, je trouverais ça dommage d'être juste ça. Parce que moi, j'ai envie de jouer des anti-castings, là, tu sais. Ben oui, c'est celle qui est le plus fun à faire pour nous autres. Mais, en même temps, tu sais, là, il y a 1 an, j'ai fini l'école de théâtre à l'École nationale. Puis j'ai eu la chance de... En fait, toute ma cohorte, on a eu la chance de pas être mis dans des cases. Là. On a joué de tout. On a joué des anti-castes, on a joué des... plein d'affaires. On dirait que je me suis pas sentie du tout confinée à quelque chose. J'ai fait, je peux tout jouer. J'ai vraiment eu ce sentiment-là de je peux tout jouer. Mais c'est sûr que quand je pense à la télé ou au cinéma, j'ai pas l'impression que je vais avoir la même liberté. Mais ouais, j'en suis là. On dirait que c'est encore nébuleux pour moi. Ouais. Ben, je te demandais parce que moi, le casting qu'on m'attribue a vraiment beaucoup joué sur ma construction identitaire et donc sexuelle. Parce que identité et sexualité, c'est vraiment beaucoup lié. Ouais. OK. J'ai eu beaucoup de commentaires bizarres dans des... Ouais. Genre, je me suis souvent fait dire... Puis là, ça fait toujours réagir étrangement, mais genre que je ne suis pas très belle à la caméra. On me dit, toi, tu sors moins bien. Puis là, c'est comme, je sors moins bien, d'accord. Fait que c'est comme weird. Voyons donc. Ouais, ben ça arrive, là. Puis tu sais, il y a une affaire que j'ai vécue, ça, c'est fou. Je rentre dans le bureau d'un réal. Okay. Ben, dans le bureau. En tout cas, c'est un de mes amis qui dit, j'ai un ami qui fait un truc, il est réal. Je fais comme, OK, là, tu sors de l'école, fait que tu dis oui à tout. Fait que, mais bien sûr, je vais y aller. Je rentre dans le bureau, le gars, il fait, désolé, ça va pas marcher. Je fais comme, Je dis, est-ce que je peux savoir pourquoi c'est si rapide? Il dit, prends-le pas mal, je cherche une fille plus conventionnellement belle. Genre, d'accord. Puis là, il y a comme ça qui m'est resté beaucoup. Puis tu sais, ça peut être... Voyons donc. Ouais, lui, il était weird. Mais tu sais, lui, son film préféré, c'était Transformers. Il m'a dit, j'ai fait, d'accord, on est ailleurs. Puis c'était pas une affaire genre plaisir coupable Transformers, non, c'est un masterpiece cinématographique. J'ai fait d'accord, d'accord, tu sais. Puis il me parlait de ça, Transformers, puis j'étais genre, mais tu viens de me dire que tu me prends pas pour ton film, puis là tu me fais un discours sur Transformers, c'est peut-être pas le vibe, tu sais. Mais il était wack, tu sais. Mais il y a quand même ça de genre, tu sais, moi je peux jouer les filles maganées là, qu'on m'a dit, ouais, toi t'as l'air troublée là avec puis t'as l'air plus grosse à la caméra, puis tout ça. Puis j'ai genre, dit toutes ces affaires-là, je peux pas croire. Mais c'est parce que c'est pour mon bien, ce qu'ils disent. Il faut que tu saches de quoi t'as l'air. Puis tu sais, ces ateliers-là sont destructeurs, je trouve. Mais en même temps, t'es comme, qu'est-ce qu'on fait avec ça, tu sais? Genre, quand je me faisais dire des choses comme ça, moi, je l'ai intégré dans mon identité, ça. Puis tu sais, en plus que j'ai eu beaucoup d'intimidation quand j'étais petite parce qu'on me disait que j'étais pas belle. J'étais, tu sais, du gros bullying, là, je rentrerai pas dans les détails, mais sur mon physique, j'ai enregistré « Je ne suis pas belle, point ».
Puis c'est une réalité. C'est comme si j'ai enregistré que c'est une réalité à laquelle il faut que je m'habitue. Je ne suis pas belle, je ne jouerai pas les belles femmes, mais c'est pas grave, je peux jouer les ados tourmentés. Tu sais, puis là, t'es comme, OK. C'est que ça joue avec mon image de sexualité aussi parce que j'ai eu comme... Je me dis, OK, comme je suis pas attirante, je suis pas désirable, je suis pas belle, il faut que j'en fasse plus pour être intéressante. Fait que c'est comme si ça met une pression supplémentaire de dire oui quand on me propose des affaires comme des pratiques sexuelles. Parce que je fais, ah man, si je dis non, puis en plus, je suis pas belle. C'est fou, genre, j'ai eu vraiment... aucun sens. Mais en même temps, là, moi, je suis très, très sensible à ce genre de choses-là aussi, là. Mais je pense aussi, parce que tu as fini l'école 2019, c'est ça? Oui. Je pense que ça a changé. Ça a vraiment... Parce il y a des mentalités qui ont changé. Ça dépend des écoles aussi, là. Lionel Groulx, ça évolue lentement. Mais, je trouve qu'il y a des affaires qui c'est pas juste à l'école, c'est beaucoup dans le milieu professionnel. Là, ça fait 6 ans, tu sais, je suis sortie. Genre, j'ai eu beaucoup de commentaires. Puis, tu sais, quand je parle de ça, mettons... Mm-hmm. Parce qu'on est ça, je vais essayer de revenir au sujet du podcast pour pas traîner dans le milieu des arts là. Mais quand on me dit ça, tu sais les messages qu'on m'a souvent envoyés que je suis pas belle ou whatever, tu sais. Puis genre moi j'ai sorti avec un gars qui me disait que j'étais correcte, j'étais comme dans le milieu. Puis je suis comme mais tu sors avec moi, tu sais. Il dit non mais moi tu m'attires, tu sais, je te trouve vraiment belle, mais comme réalistement, tu sais t'es comme dans le milieu. Je suis genre OK. C'est ouais. Parce que j'ai pas fait toujours les meilleurs choix dans ma vie. Mais c'est que ça, j'ai l'impression que puisque j'avais une image négative et que j'ai encore une image négative de mon physique, il faut que je pallie à ça par une plus grande ouverture sexuelle pour intéresser les hommes, genre. Puis là, je dis homme parce que je ressens pas ça avec les femmes, tu sais. J'ai l'impression qu'il faut que je démontre une plus grande ouverture puis une plus grande genre, faut que je sois plus aventureuse sexuellement pour pallier à mon manque de beauté, genre. C'est fucké, hein? C'est tellement insidieux. Puis je suis sûre qu'il y a des gens qui écoutent puis ils se reconnaissent dans ce que tu dis. Mais c'est pour ça que je le dis. Mais c'est ça. Puis je veux dire, j'ai pas vécu ce que tu as vécu, mais ce métier-là exacerbe tout. C'est vrai. Exacerbe tous les complexes, c'est sûr que si je faisais pas ce métier-là, je pense que je serais vraiment mieux avec moi-même. Je me sentirais vraiment plus légitime d'exister à certains moments. Il y a vraiment des moments où tu fais comme je dois tellement correspondre à quelque chose de précis, je suis tellement pas là. Moi, souvent, je lis des breakdowns puis je fais la très belle fille. Exact, là, tu fais ça, je peux pas non. Exact. C'est lourd, ça. Genre, elle est très, très menue, toute petite, toute élégante. Elle ne sait pas qu'elle est magnifique. Tu sais, oui, ça, c'est vrai, il l'a souvent, ça. Elle ne sait pas qu'elle est belle, puis t'es genre, d'accord. Je suis comme, j'ai pas la confiance de faire, je pense que je peux jouer ça, là. À chaque fois, je fais, non. Fait que, tu sais, c'est comme, ça te joue tellement dans ta tête, là. Puis après ça, oui, ça t'affecte, comme tu dis, dans ta vie sentimentale, dans le regard que les autres portent sur toi, là. Tu fais comme, OK, j'ai un kick sur cette personne-là, elle me trouve comment? Tu sais, mais j'ai-tu le droit d'avoir un kick sur cette personne? Est-ce qu'on est dans la même ligue? Ouais, c'est ça. Ça, c'est quelque chose, on parlait d'ados tantôt, là. Ça, c'est quelque chose que j'ai entendu beaucoup. Puis déjà, chez les ados, mais aussi chez les jeunes adultes, là. Je me considère encore comme jeune adulte parce que j'ai pas mes shit together pantoute, là. Mais beaucoup de discours sur... Mettons, j'ai comme envie qu'ils sachent que je parle d'eux. À un moment donné, je suis dans un bar avec des gens d'école de théâtre, puis il y a un gars qui s'est fait un nouveau chum. Fait que là, il monte la photo, puis là, il passe la photo autour, puis là, il y en a une, elle fait « Oh mon Dieu, il est tellement chaud! » Mais une chance, parce que toi, t'es tellement chaud, tu pourrais pas sortir avec quelqu'un de moins chaud que toi. Puis là, je suis comme « Oh, je me sens mal à l'aise. » Puis tu sais, il y a ce discours-là de comme, tu t'attends que ton partenaire soit égal à toi en termes de désirabilité. Puis moi, ça me fuck. Parce que présentement, j'ai un partenaire, puis je le trouve très attirant, puis il est très stéréotype ce qui est bien d'être pour un homme. Hein? Ouais. C'est un gars qui il est très masculin, il est musclé, il est fort, puis il est ce qu'on s'imagine qu'un homme devrait être. Puis moi, ça me gêne parce que je suis comme, mais tout à coup, je rencontre ses amis, puis ils font, mais là, c'est avec elle que tu sors, tu pourrais faire mieux, tu sais. C'est fou! Parce qu'il correspond au standard masculin, tu sais. Ça me dégueule, ça. Et c'est comme... Mais tu réduis un humain, là, à un standard de beauté. Puis à un âge aussi, parce qu'on s'entend que les standards de beauté, ça va avec l'âge. Là. Effectivement. Fait que là, c'est comme ta petite fenêtre, là, pour avoir de l'importance dans notre société, là, elle est minuscule, là.
C'est comme... Oui. Sinon, on n'a pas de valeur. Tu sais, c'est... Mais il y a quelque chose qui est intéressant, c'est que là, il y a un retour quand même, je trouve, de femmes plus âgées à l'écran. Il y a quelques séries qui sont pas pires. Il y a Grace and Frankie, sur Netflix. Je sais pas si tu connais ça. Non, mais là, j'ai plus Netflix. Moi non plus. Mais s'il y en a qui ont Netflix, ça vous intéresse de voir un show écrit par des femmes de 70 ans, joué par elles-mêmes. Puis c'est des femmes que leur mari les divorce pour se mettre ensemble. Fait qu'ils sont homosexuels. Puis à 70 ans, ils font... Là, on était dans le déni trop longtemps. Ils font leur coming out, ils se marient, puis là, t'as leurs deux femmes qui sont comme pognées un peu ensemble. Grace and Frankie, c'est avec Jane Fonda, puis Tomlin. Je sais pas son prénom, Tomlin. Okay. Puis c'est intéressant de voir des femmes plus âgées. Parler de sexualité des femmes plus âgées aussi. Tu sais, à un moment donné, il y a une compagnie de vibrateurs pour les gens avec de l'arthrite, tu sais. Ah! Ouais, c'est vraiment, vraiment intéressant de voir des femmes qui ne sont pas des jeunes premières, donc les jolies jeunes filles, ou des mères. On a une vie au-delà de ça, puis il y a une sexualité pour les personnes plus âgées aussi. Oui. Puis ça, si ça te tente, avoir une personne plus âgée en balado, je pense que ça serait super intéressant. J'en ai déjà reçu. Ah, je les ai pas écoutés. Oui. Ben, j'en ai reçu un. Il y en a un autre qui est pas encore sorti. Puis là, je sais pas pourquoi que je dis ça, mais je travaille dans un organisme pour personnes aînées en ce moment, personnes âgées. Puis... c'est sûr que je tente le terrain. Oui, là. Faut que tu sois willing en maudit, là. Faut vraiment qu'ils soient prêts. Oui, mais il y en a que je le sens, genre. Ouais, ils sont toutes là, ils se filent, tu sais, ils vivent que pour eux, là, sont comme moi, je prends la place qui me revient, puis je suis comme, j'attends de les connaître un peu plus, oui, avant de leur poser la question. Mais ça m'intéresse absolument. Tu sais, moi, c'est pour ça que je fais ce podcast-là. Je veux vraiment recevoir des gens de tous les âges, tous les milieux. Puis c'est sûr que c'est difficile parce que je me freine à beaucoup de gens qui trouvent que c'est super, mais qui sont pas à l'aise de venir, qui sont pas à l'aise de le faire. Fait que, tu sais, ça va être de me frayer un chemin là-dedans, mais je pense vraiment que c'est possible de... Mais oui, les personnes... Puis tu sais, les deux personnes que j'ai reçues au podcast qui étaient plus âgées, là, c'est... Non seulement c'était comme tellement libérateur, mais c'était tellement comme touchant aussi de les voir, de voir leur évolution aussi. Ils étaient vraiment rendus à un moment de leur vie où ils sont comme moi, je m'assume, là. Puis telle affaire. Puis de voir à quel point... Des fois, j'ai l'impression que ma sexualité... C'est ça, je suis comme, mon Dieu, je passais à côté de telle affaire. Puis je suis comme, crime, Yvan qui est venu, justement, il a fait, moi, ma sexualité, c'est dans la trentaine, là, que ça a vraiment parti, tu sais. Puis là, il est dans les 70 ans, là. Fait que, il a vécu en masse de sexualité. Puis, tu sais, je fais comme, mais oui, dans le fond, pourquoi se mettre de la pression de faire comme, faut absolument, quand je suis jeune, j'explore tout, puis j'essaie tout. Il y a ça aussi, il y a le culte de genre, t'es jeune, faut que tu parlies, faut que tu. Ben, parlies, pas nécessairement, mais genre, faut que t'essayes, faut que tu fasses tout. Ouais. C'est intéressant, l'espèce de culte de la jeunesse. Après, t'es périmé, tu sais. Tu peux plus. Ouais. C'est comme si la sexualité disparaît après 35 ans, genre. Ben, justement, le moment où, là, les femmes, c'est les grossesses à risque. Oui, et c'est tout, ça, c'est comme exact. c'est vraiment juste encore associé. C'est vrai, c'est encore associé à la... J'avais Denise Médico, qui est enseignante à l'UQAM, que j'ai nommée un peu tantôt, qui parlait de diversité des érotismes. À chaque année, elle fait faire un travail de recherche à ses étudiants sur des fantasmes plus hors de l'ordinaire, moins communs. Puis elle dit, j'attends encore quelqu'un qui me décortique le fantasme de la pénétration vaginale. Elle dit, pourquoi on triple là-dessus? Puis j'étais comme, c'est intéressant. C'est vraiment une bonne question à se poser, puis j'ai toujours pas trouvé la réponse. Ben, trouver la réponse pour moi, du moins. Mais c'est vrai, pourquoi est-ce que c'est tellement présent? Pourquoi est-ce qu'on considère que la sexualité, ça commence à la pénétration, puis ça arrête à l'éjaculation, encore une fois, tu sais? Mais parce que c'est ça qu'on nous met dans la tête depuis qu'on est, là. Tu sais, on dirait que t'es un enfant, puis je sais pas, tu sais, moi, je veux dire, mon père m'a expliqué la sexualité très, très, très jeune, là. Mais c'était pas mal la pénétration. C'est pas mal la pénétration. Mais tu sais, souvent, la première question des enfants, c'est comment on fait des bébés. Fait que là, automatiquement, c'est, le pénis dans le vagin, puis tout ça. Fait que là, t'es comme, ça, c'est la sexualité. Tu sais, fait qu'il y a comme quelque chose de... Mais c'est dommage qu'on se libère pas de ça. J'ai eu des gens qui... j'ai eu un partenaire, entre autres, qui disait comme... Ah non, mais moi, la sexualité, c'est la pénétration. Puis si c'est pas la pénétration, je veux dire, je considère pas que c'est du sexe. Comme... Mais c'est pas une opinion que t'as, tu sais. Mais le gars, il était pas genre pédant. Il était juste comme, mais pour moi, c'est ça. Je suis comme, mais c'est pas une opinion que tu peux avoir. Ouais, non, c'est ça. Tu peux dire, c'est ce que je préfère. Mais tu peux pas dire, là, s'il y a pas ça, je considère pas que c'est du sexe. C'est comme, mais...
c'est du sexe pareil. Même si c'est une collation, c'est manger. Oui, c'est ça. Je sais pas comment dire. Même si c'est pas un repas qui dure 1 heure avec 4 services, si tu prends une collation, tu manges quand même. C'est d'une évidence. Mais on croit encore que c'est ça. Ouais. Ça pèse. J'ai entendu beaucoup de femmes qui peuvent pas pratiquer la pénétration, mettons, parce qu'ils ont des dysfonctions sexuelles ou qui aiment pas ça ou ils se sentent pas bien, whatever. Puis qu'ils se sentent, en fait, dépossédés de leur sexualité complètement. Puis ça me rend vraiment triste. Je me sens un peu comme ça, moi. Ouais. Ouais. OK. J'ai jamais fait de pénétration parce que ça, c'est à cause du vaginisme que j'ai su vraiment c'est ça. tard. Voilà. Là. Ouais, c'est ça. Puis, comme j'ai déjà dit, là, je sais qu'il y a des manières de comme travailler ça puis tout ça, mais on dirait que j'ai pas de partenaire, là, je vais pas faire ça tout seul. Là. Fait que, mais tu sais, j'ai vraiment l'impression que on dirait que quand je dis oui, j'ai eu de la sexualité, les gens font OK, il y a eu une pénétration, je suis comme non. Mais non. Fait que, fait que c'est comme si j'ai l'impression que je suis jamais légitime de dire ben oui, j'ai une vie sexuelle, j'ai eu des partenaires, j'ai eu des expériences sexuelles et tout ça. Parce que vu que j'ai pas fait la pénétration, c'est comme si moi-même je me sens comme coupée d'une partie de ma sexualité. Je comprends. Ouais. Puis je me sens comme si je sais pas, comme si mon Dieu, à l'âge que je suis rendue, puis j'ai pas fait ça, puis pas il est trop tard, mais je suis comme mon Dieu, j'ai passé à côté. Tu sais, je me dis, il y en a qui commencent à être actifs sexuellement vers 15 ans, genre. Fait que, tu sais, c'est comme si j'avais manqué le train pendant comme tout ce temps-là, tu sais. Puis je fais comme... Ouais, c'est ça. Fait que ça, j'ai de la misère à m'enlever ça de la tête puis faire c'est full légitime, c'est bien correct, puis tout. Non, je suis... Mais en même temps, si moi, je te disais ça présentement, que c'était ma réalité, tu me dirais, ça n'a pas d'allure, tu sais. Ouais, je te dirais que... Tu me conseillerais de la même façon que moi, je te conseillerais présentement, tu sais. Mais c'est ça qui est tough. Là. Ça, c'est l'histoire de l'humanité en même temps, là. Pouvoir donner des conseils qu'on n'est pas capable d'appliquer. Ouais. Mais oui, c'est une grosse affaire, j'ai l'impression. Il y a un truc que... Ah, mon Dieu, je sais pas. Il y a eu un lien dans ma tête, je sais pas il est où. On va peut-être le trouver. Mais tantôt qu'on parlait d'anal, puis qu'on parlait, tu sais, que ça prend de la préparation, tu sais, de la pénétration vaginale, ça prend de la préparation aussi. Il y a des femmes qui l'ont plus facile parce que leur lubrification arrive plus rapidement. Whatever, tu sais, il y en a qui ça arrive plus vite, il y en a qui ça arrive plus lentement, il y en a qui ont plus de misère avec ça. Puis c'est comme si... si tu n'es pas excité au moment où l'homme est prêt à la pénétration, tu as le problème. Puis là, il faut que tu mettes du lubrifiant puis tout ça, tu sais. C'est comme, attends, mais tu m'as peut-être pas aidé, j'ai peut-être rien eu avant ça, tu sais. Comment... Il y a des gens, tu sais, moi, j'ai découvert ça cette année, que ça me prenait... En fait, j'arrivais à avoir de la pénétration beaucoup plus satisfaisante, avec beaucoup moins d'embûches, si j'avais eu du teasing tout au long de la journée, genre. Puis que si on me dit, mettons, si je suis avec un partenaire ou une partenaire, puis qu'il y a comme... des petits clins d'œil, des petits jeux, de la petite crouse comme ça, le sexe va être beaucoup plus satisfaisant puis je vais arriver à l'orgasme beaucoup mieux que s'il n'y a pas eu ça avant, genre. Mais je savais pas, ça m'a pris un bout. Tu sais, moi, j'ai été active à 15 ans, comme tu disais. Fait que ça a pris 11 ans avant de me rendre compte de ça. C'est fou quand même. Ça nous prend du temps, ça prend du temps. Puis il y a des gens que c'est de même. Puis c'est pas, les femmes, c'est comme ça, puis les hommes, c'est comme ça. C'est qu'il y a du monde que c'est ça. Puis j'ai connu des hommes aussi qui étaient genre, moi, quand on rentre direct là-dedans, je suis pas... je suis pas bien... Ou bien, j'aime pas prévoir. J'aime pas savoir qu'à telle heure, il y a du sexe parce que là, je suis anxieux de performance ou... Je trouve que c'est comme routinier. Il y a de la diversité, puis on a l'impression qu'il faut juste être prêt tout le temps. Puis ça me fait capoter. La sexualité n'est pas dans le lit. Elle n'est pas juste dans le lit. Elle est avant, puis elle est après aussi. C'est vrai. C'est dur. Puis c'est pour ça, quand je parlais d'érotisme puis que j'essayais de faire une presse de danse sur est-ce que ça peut être érotique sans être génital, sans être du contact comme physique. Il y a quelque chose que je veux raconter. Il y a une fille que j'ai passée en entrevue pour ce projet-là qui m'a raconté, c'est mon entrevue préférée que j'ai faite. Elle m'a raconté, elle, que quand elle était jeune, elle jouait à un jeu en camping. Puis qu'elle se mettait debout à côté d'une tente, puis il y avait un de ses amis qui prenait, tu sais, les cordons de tente, puis il mettait dans ses pantalons à elle, puis elle l'attendait. Puis il revenait à un moment donné, puis il enlevait les cordons, puis elle pouvait bouger, genre. Puis j'étais comme, mais c'est magnifique. Tu sais, la fille qui m'a raconté ça est un peu, pas gênée, genre c'est honteux.
était un peu comme... C'était un peu bizarre. Puis j'étais genre, mais c'est magnifique. Parce que là-dedans, il y a l'attente, il y a le contact physique, il y a comme... C'est érotique, tu sais. Je trouve ça beau. Je suis comme, oh mon Dieu, mais ça pourrait être ça, nos foreplay, nos préliminaires. Ça pourrait être ça, genre. Ça pourrait être ça. Ça prend tellement... là, j'ai la chair de poule, là. Mais genre, ça a une infinie de possibilités. Puis nous, on réduit ça, malheureusement, à... Ah, je fais pas de pénétration, je fais pas de sexe. C'est fou, genre. Je trouve qu'on se coupe d'une des beautés les plus grandes de l'humanité. C'est affligeant. C'est vrai. C'est tellement vrai, là. Tellement. Puis tu sais, je veux dire, moi, le fait que, justement, j'aille pas vers la pénétration, quand je couche avec quelqu'un ou que je fais seulement certaines choses, on prend tellement du temps. Oui. On prend le temps. Oui. Le toucher est tellement important. Juste, tu sais, prendre le temps d'embrasser quelqu'un pendant longtemps. Tu sais, c'est comme... Moi, c'est mon rythme. Fait que ça te convient ou ça te convient pas. Fait que... Puis je sais que si... on dirait que j'acceptais la pénétration ou que je le faisais ou tout ça, ben c'est sûr que ça serait... Tu perdrais ça. Ouais, à 100%, là. À 100%. Je comprends, ouais. Fait que, tu sais, c'est comme... Ouais, c'est fascinant. Mais j'aimerais ça revenir à... Tu sais, ton balado, là, oui. le sujet principal, là, quand tu disais que tu avais le questionnement par rapport au fantasme, est-ce que tu as trouvé une réponse à travers au fil du temps? J'ai trouvé une réponse qui me satisfait pour l'instant. Puis c'est, comme on parlait, que les essences seront toujours les mêmes. L'essence de la sexualité sera la même, puis ça m'étonnerait que ça change. Fait qu'on érotise la relation avec le partenaire, on érotise la dynamique entre les deux, la dynamique de pouvoir. Pas nécessairement domination-soumission. On peut érotiser l'égalité. On peut érotiser l'égalité. Et je vais le redire, on peut érotiser l'égalité. C'est pas obligé d'être un dominant, un soumis. Ça peut changer, ça peut être fluide, tout ça. On peut, érotiser la dynamique. On peut érotiser la sensation physique. Ça va jamais changer. Au-delà de ça, c'est la liberté complète. C'est ça que qui m'a fait du bien, arriver à cette conclusion-là. Puis, en même temps, c'est un vertige énorme, je trouve. Parce que ça fait... Pourquoi moi, j'aime juste les trucs conventionnels? Mais mettons, je dis pas ça de moi-même nécessairement, mais genre... Comment on fait donc, mettons, pour s'en sortir? Parce que là, j'ai le début de la réponse. OK, on a une infinie de possibilités. Mettons, puis là, on revient à celle qui me racontait le jeu avec les cordons de l'attente. OK, on peut aller là. Comment on fait pour se libérer maintenant? Tu sais, comment on passe le cap? Je le sais pas. Puis là, quand tu passes le cap, tu peux le passer seul, le cap. Comment tu arrives à le communiquer avec un partenaire? Comment tu joues à l'érotisme avec un partenaire puis que t'es pas gêné de dire « Hey, on pourrait juste comme... se coller sur... » je sais pas, dans le gravel. Moi, la gravel, je sais pas, ça me fait de quoi. Whatever. On pourrait-tu juste se coller? Puis, tu sais, ça fait mal, la gravel. C'est un peu... Puis, je nomme la gravel parce que c'était un projet de danse que j'avais eu à Mané de faire... puis, je fais de la cascade en plus. Puis, la gravel, c'est rough, tu sais. Oui. C'est vraiment rough. Puis, Lady Gaga... Bon. Lady Gaga, dans son clip You and I, qui était dans son album Born This Way, elle marche avec des talons très, très hauts dans la gravel. Puis, moi, je me rappelle, ça m'avait fait... Ça m'avait fait, genre... un sentiment vraiment comme une aversion profonde parce que je suis comme, oh mon Dieu, ça doit faire tellement mal. Mais en même temps, il y a quelque chose... L'érotisme, c'est de l'intensité. Que ce soit positif ou négatif, c'est de l'intensité, l'érotisme. Tu peux pas être excité par quelque chose qui est neutre. Tu peux pas. C'est vrai. C'est impossible. C'est pour ça qu'il y a des gens qui développent des fantasmes positifs et des fantasmes qui viennent d'expériences traumatiques négatives aussi. Parce que tu peux pas être excité par quelque chose qui est neutre. Fait que moi, ça m'a fait un sentiment vraiment weird. Puis là, je suis comme, hey, de la cascade dans le gravel ou de la danse dans le gravel, tu sais, c'est rough. C'est pour ça mon image de... Mettons, moi, j'ai découvert ça sur moi. Je suis comme, hey, j'ai le goût de fourrer dans le gravel. Qui sait? J'ai le goût d'embrasser dans la gravel. J'ai le goût de me rouler dans le gravel. Là, il faut que j'en parle avec mon partenaire. C'est une autre étape, tu sais. Fait que ça, tu vois, j'ai comme le début de la réponse, mais j'ai pas... J'aimerais ça me rendre à... pas une méthodologie, mais une genre de... Comment accompagner ce parcours-là vers la liberté à laquelle on a accès, tu sais.
Puis ça, c'est pour ça que je voulais faire une pièce performative, parce que c'était comme l'étape 2, tu sais, de ce projet-là. Puis, mais c'est le fun de t'en parler là, parce que comme ça fait des mois, j'ai pas ressorti cette affaire-là, c'est comme si ça m'aide à le mettre beaucoup plus clair, tu sais. Puis que là, j'écrirais une demande de sub, puis elle serait sûrement mieux articulée que si j'ai passé des mois dans mon sous-sol, dans mon sous-sol, genre dans mon appart avec mon chat, là, tu sais. Fait que c'est ça que je te donnerais comme très, très longue réponse. J'ai le début de la réponse. Je sais qu'il y a une liberté. Je ne suis pas condamnée. Nous ne sommes pas condamnés à être excités par les mêmes choses. Comment atteindre cette liberté-là, c'est encore à déterminer. Wow! Hey, c'est tellement intéressant pour vrai, là. Mais comme... Non, mais je pense que ça fait vraiment réfléchir. Puis c'est comme, collectivement, on peut se poser cette question-là aussi. Puis tellement hâte de voir comment ça va se dessiner s'il y a une deuxième partie à ce projet-là qui se dessine. Ça me tente, là, je me sens beaucoup plus prête qu'avant. Tu sais, j'aurais pas accepté de venir au podcast ici il y a quelques mois. OK. J'aurais pas été quelques mois, mettons 1 an, là. Non, quelques mois, je sais pas. Anyway, je suis dans une bonne voie, pour vrai. Fait que c'est comme cool d'être venu ici aujourd'hui puis d'avoir comme ce milestone-là, cette espèce de sauvegarde-là, genre ce checkpoint-là. J'ai checkpoint, puis là, on va voir qu'est-ce qui vient. Puis parce que, tu sais, on parle. Puis peut-être que dans quelques jours, ça va avoir fleuri, ça va avoir amené quelque chose, tu sais. Vraiment. Ouais, à 100%. Ben justement, est-ce que tu voudrais qu'on finisse le podcast sur le sujet que tu voulais aborder? Le sujet que je voulais aborder? Oui, ben je demande tout le temps aux gens de passer à un petit sujet qu'ils aimeraient aborder, mais ça peut être sur le fly de même, s'il y a quelque chose que tu dis, il me semble qu'on parle jamais de tout ça en lien avec la sexualité ou genre... Ben là, j'en ai dit beaucoup, j'ai l'impression, parce que j'en avais déjà dans ma tête que je voulais aborder. Bon, mais je pense que je vais faire un résumé. OK. Ça me tente de faire ça. J'aime ça, les résumés, c'est méthodique. J'ai avec des pistes de réflexion. Ce que je faisais dans mon podcast aussi, je donnais des devoirs aux gens. Ah, c'est bon, ça. C'est genre, OK, cette semaine, il faut que vous portiez attention à... Ça, je vous le donne, tu sais, en devoir, vous aussi. Mais c'était... Mon devoir que je préférais faire, c'était porter attention aux sensations du toucher. Puis est-ce qu'il y a une sensation physique de contact avec une matière qui vous érotise? Fait que, mettons, là, je touche le mur du studio. Ah, ça me fait pas grand-chose, OK. Mais si je touche le métal, est-ce que ça va me faire quelque chose d'autre, tu sais? Puis d'aller rechercher ces choses-là. Comme il y a des gens qui vont découvrir que le latex, c'est leur shit, tu sais. Ils aiment full ça, le cuir. Ça, c'est comme les classiques, là, tu sais. Ouais. Mais y a-t-il d'autres types de matériaux qui nous font cet effet-là d'ouverture? Puis des fois, tu sais pas comment nommer. C'est ça qui est beau, je trouve, avec l'érotisme. C'est que t'es genre, ça vient me chercher, je ne sais pas pourquoi. Puis c'est pas grave. Puis, ouais, c'est là-dessus que je vais finir, je pense. De garder cet esprit-là ouvert à peut-être des choses qui vont vous faire vivre des sensations que vous attendez pas que ça va venir de là, l'érotisme. L'érotisme n'est pas contenu dans le corps physique. Il y a tellement de place. Fait que garder cette affaire-là ouverte, cette espèce ces antennes-là de comme... Puis il y a des choses magnifiques qui arrivent de ça. Puis des fois, on trouve ça cave. Puis là, on fait « Ah, fuck, ça marche. » Mais oui, puis là, j'encourage. Puis on dirait que je réfléchis, mettons, à si moi, je faisais l'exercice chez moi. C'est pas nécessairement quelque chose qui nous excite. Ça peut être quelque chose qui nous réconforte ou quelque chose qui... C'est pour ça que je dis érotise. Ouais, c'est ça. Il y a une différence entre exciter et érotiser. Pour moi, érotiser, c'est quelque chose qui est plus... quasiment spirituel. OK. Tu sais? Ce qui est... Puis là, on trouve toute notre définition de ça, là, c'est qu'on on a un langage humain, fait que malheureusement, faut définir ces termes-là chacun. Puis ça veut jamais dire la même chose pour personne, mais moi, érotiser, ça veut dire ouvrir une valve de sensation, fait que me permettre d'être présente à la sensation. À peu près ça. Tandis que excité, ça va vraiment être quelque chose que je vais sentir, mettons, tu sais, genre, tu vas sentir le clitoris qui se gorge de sang, mettons, ou tu vas sentir le cœur qui accélère, tu vas sentir toutes ces réactions physiologiques-là. Tandis qu'érotiser, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui va te permettre d'accéder à l'excitation à un moment donné, genre. C'est comme petit. Puis quand tu mixes ça avec l'excitation, là, ça peut faire des trucs nice, tu sais. Vrai, mais j'avoue que si on est plus attentif aux sensations, justement, ça va décupler tout le reste, là, j'ai l'impression. Oui. Mais c'est fou. Il y a un truc, moi, que j'ai fait une fois parce qu'on m'a dit « Ah, ben tu veux-tu essayer? » J'ai fait « Mais oui, je connais pas ça. » C'est un vacuum bag. OK. C'est un sac en latex. Vraiment comme... Puis là, tu te mets là-dedans, puis là, ils te mettent sous vide.
Fait qu'il enlève tout l'air. Fait que là, t'as la paroi de latex comme qui colle beaucoup, beaucoup à toi. Puis là, t'as comme l'espace pour respirer, évidemment. Puis ça fait que, genre, tu te sens complètement accompagné. En tout cas, pour moi, ça a été ça, la réalité que j'ai vécue. C'est comme si tu te sens accompagné, vraiment, genre. Tu te sens vraiment protégé. Puis là, ça fait que, comme la circulation n'est pas coupée, mais c'est quand même condensé, les sensations physiques sont vraiment différentes. C'est vraiment fucké, ça. Puis j'avais full aimé ça, je trouvais ça... Mais c'était pas... Pour moi, c'était pas sexuel, c'était comme un massage. Genre, je me sentais comme un massage. Puis ça, c'est pour ça que je me sentais pas excitée. C'est aussi dans un contexte qui était pas avec un partenaire ou pas avec quelqu'un que je connaissais, fait que j'étais pas ouverte à ça non plus, tu sais. Mais c'est ça, aller chercher les sensations bizarres. Pourquoi pas? Les enfants le font. Les enfants le font. L'éveil sexuel se passe comme ça. C'est comme, faut continuer à s'éveiller sexuellement. Puis ça, les ados, ils le font beaucoup. Combien de trucs ils se mettent dans les culottes. C'est vrai. Les ados mettent beaucoup de choses dans leurs culottes. Puis je veux dire, on pense que ça arrête à l'enfance. Non, les ados, ils mettent des trucs dans leur bouche puis dans les culottes. Parce qu'ils explorent. Mm-hmm. Puis c'est pour ça qu'on peut dire, check l'autre cave, puis on peut les juger en faisant son bain cave. Moi, je suis comme, ils sont bien libres. C'est pas pareil. C'est vrai. Puis ils vont découvrir ces choses-là. Ben oui. Puis il faut continuer à être curieuse toute notre vie. C'est ça qui fait la beauté du monde, le charme, qui des fois, on dirait qu'on le perd en vieillissant parce que justement, on est comme, ben là, on sait tout, puis alors que... Ouais. Puis c'est là qu'on va se ramasser, comme je disais tantôt, à être condamné, à être excité par toutes les mêmes choses parce qu'on arrête de découvrir, tu sais. Mm-hmm. Ah, j'adore ça comme devoir. Ouais, hein? Trop cool. Mais c'est vraiment le fun. C'est plaisant en plus, en tout cas. C'est malade, je vais le faire. Cool. Je vais le faire aussi. Super. Hey, merci tellement d'être venue. Ça fait pas de plaisir. Ça m'a fait beaucoup de bien, en fait. Je me rends compte, là. Tu sais, j'étais stressée avant de venir, puis finalement, ça va bien. Je suis tellement contente. Ça a été vraiment le fun pour moi. Puis tu m'as appris tellement d'affaires. J'ai garoché plein de trucs aussi. J'ai adoré ça. J'ai vraiment aimé ça. Cool. C'était vraiment super. Un gros merci. Ben, merci à toi. Je vais écouter les prochains. Allô tout le monde, un petit message pour vous dire que si vous aussi vous avez envie de venir parler de votre sexualité à mon micro, ben n'hésitez pas à m'écrire. Vous allez voir sur chaque plateforme d'écoute dans la description, je mets toutes les informations, donc vous pouvez me rejoindre par courriel, sur la page Facebook ou Instagram du podcast. J'aimerais vraiment ça que vous m'écriviez parce que veux pas, vous avez sûrement remarqué, je reçois principalement des artistes, des gens de théâtre, ce qui est formidable, mais j'aimerais vraiment ça pouvoir élargir la discussion avec des gens de tous les horizons. Puis pour ça, ben j'ai besoin de vous. Donc, n'hésitez pas à m'écrire. Ça va me faire plaisir de vous rencontrer. Merci.